Alors, on va commencer tout de suite par une petite présentation des intervenants. Pour ce faire, donc, je vais tout de suite donc, laisser la parole à Vincent de la société Exapro, puisque c'est lui qui nous a proposé ce webinaire. Donc, Vincent, si tu veux rapidement présenter la société et peut-être te présenter également. Oui, bonjour, Vincent Pacton. Je suis directeur avant-vente et des services intégrés chez Exaprobe. Donc, Exaprobe est une société appartenant au groupe Econocom. Donc, comme c'est présenté ici dans le slide, donc vous voyez un petit peu les chiffres. Nous sommes une société entre 225 et 230 collaborateurs avec plusieurs agences en France, dont trois sites et centres de services majeurs à Paris, à Toulouse et à Lyon. Plusieurs domaines d'expertise, hein, donc de l'intégration, du réseau, de la sécurité. Et donc nous avons comme partenaire Fortinet, avec qui aujourd'hui nous engageons ce webinaire et que nous avons plaisir de vous présenter et de vous accueillir. Merci Vincent. Tout de suite, on va laisser la parole à Maître Le Chien. Oui, bonjour. Donc, je vais commencer par remercier Exaprobe et Fortinet pour l'organisation de ce séminaire et de m'avoir convié. Je vais vous remercier également d'être présents nombreux ce matin. Donc, Régis Le Chien, je suis avocat depuis 25 ans. Je suis spécialisé dans le domaine du numérique et je n'interviens que dans ce domaine depuis maintenant près de 20 ans. J'ai une activité en fait de conseil après avoir exercé l'activité de contentieux. Donc, une activité qui est dédiée pour une grande partie au RGPD, Règlement général sur la protection des données, donc avec des fonctions de délégué à la protection des données externalisées, une activité également de rédaction de contrats, conditions générales, charte informatique, politique de données, tout ce qui est documents juridiques autour de la conformité des systèmes d'information. Et une activité de conseil en droit du numérique avec des prestations d'audit et d'accompagnement pour tout ce qui est réglementation RGPD, la réglementation NIS 2 à venir, dont j'aurai l'occasion de parler un petit peu. Voilà, donc mes clients sont sur tout le territoire de la métropole ainsi qu'un peu partout dans le monde par le biais de départements outre-mer. J'interviens également auprès de tous les secteurs d'activité, sur toutes les tailles de structure. Ça va de la start-up avec quelques porteurs de projets jusqu'à l'entreprise ou au groupe de plus de 5000 collaborateurs dans tous les domaines, industrie, commerce, numérique, enseignement, services publics, ainsi que les collectivités. Merci Régis. Et on va tout de suite passer donc au cabinet Boris. J'espère que côté voix, ça va un petit peu mieux, puisque Xavier avec un petit souci de voix. Donc on va voir tout de suite si ça va mieux. Sinon, je pense que un de ses collaborateurs prendra la parole. C'est exactement ça. Je vais pouvoir vous faire la présentation, mais pas beaucoup plus. Donc, le cabinet Boris, c'est une société générale. Nous sommes. On a un écho, je pense que tu as deux ordinateurs, vous avez coupé le micro du deuxième. C'est Vincent qui a son micro activé. Vincent? Oui, de notre côté, ça devrait être bon, côté micro. Ok, c'est bon là, je pense que c'est bon, on a retrouvé. Oui, c'est mieux. C'est mieux, impeccable. Ma voix, mais on a retrouvé une qualité de son. Nous sommes tous les deux, donc, associés de la CRM. Vincent, coupe le micro. Est-ce que. Ah voilà, je pense que c'est bon. Oui, c'est bon, Xavier. Ok, donc excusez-moi, je reprends, mais c'est vrai qu'avec une voix vraiment difficile, donc clairement, nous sommes des assureurs, on représente le groupe Generali en Bretagne, mais sur 4 agences, sur 2 départements, le 29 et le 56, avec 10 000 clients. Donc, je me suis fait assister de Giovanni, mon fils et associé, qui va pouvoir prendre le relais ensuite sur la présentation, parce que ma voix ne permettra pas beaucoup plus. Donc, j'en suis sincèrement désolé, parce qu'on a beaucoup travaillé pour vous offrir une prestation de qualité, mais j'ai aucun doute sur ses compétences et probablement qu'il est même en plus compétent que moi sur le sujet. L'idée, c'est de pouvoir effectivement vous donner aujourd'hui
une présentation de ce qu'un assureur peut faire sur les risques cyber. Et je suis vraiment très content de pouvoir participer effectivement avec Exaprobe et avec Maître Le Chien sur le sujet, parce que ça va nous permettre d'avoir un contenu véritablement de qualité et en profondeur. Donc, c'est avec grand plaisir que je vais assister, mais je ne vais plus vous parler beaucoup. Et je prendrai le relais. Merci beaucoup. Alors, et ensuite, je vais bien sûr parler de la société Fortinet. Donc, société Fortinet, hein, dont je fais partie en tant que consultant en cybersécurité. Donc, société qui a déjà 24 ans, hein, donc une belle ancienneté, hein, fondée par deux frères qui sont toujours d'ailleurs à la tête de la société aujourd'hui. Parmi les caractéristiques principales, on peut citer aujourd'hui la vaste gamme de produits. Alors, vous nous connaissez bien évidemment avec les pare-feux nouvelle génération, hein, les fameux FortiGate, qui ont fait le succès de la société. Mais aujourd'hui, voilà, c'est une gamme qui est assez colossale, puisqu'il y a plus de 50 produits au catalogue, 58 pour être exact, et on en parlera au fur et à mesure de cette présentation. Autre fait peut-être qui nous distingue de certains de nos concurrents, c'est l'énorme investissement en R&D, et notamment au niveau des puces, puisque nous sommes constructeurs de puces. Donc nous designons nos propres puces de sécurité, ce qui permet d'avoir des performances qui sont supérieures à la moyenne du marché. Alors, avant de commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet, hein, je vais peut-être faire la transition avec le FIC, puisque peut-être certains d'entre vous étaient présents au FIC cette année, qui s'appelle maintenant InCyber, mais qui a rencontré encore une fois un succès colossal. Hein, donc, vous pouvez voir ici, notamment à droite, le stand Fortinet. Donc, un gros succès colossal. Mais pourquoi je vous en parle, hein, de cet événement où on était peut-être présents ensemble, c'est tout simplement qu'une étude est sortie, une étude de DocaPost, donc la filiale numérique de la Poste, et qui nous donne encore quelques enseignements assez intéressants, hein, notamment une entreprise sur 5 qui affirme avoir déjà subi une cyberattaque, mais avec une disparité, hein, en fonction de la taille et des impacts qu'il y a eu qu'ont eu ces attaques-là. 31% des sondés se considèrent comme des cibles potentielles, mais encore une fois, il y a une grosse différence quand on parle à un directeur, un dirigeant par exemple, et quand on parle avec un responsable informatique. Également, 64% des entreprises pensent faire suffisamment d'efforts pour réduire les risques cyber, mais on voit quand même une forte disparité budgétaire, hein, puisque aujourd'hui, une étude, enfin, si on lit un petit peu cette étude un petit peu plus en profondeur, on s'aperçoit que beaucoup de TPE, PME ne vont investir qu'une dizaine de milliers d'euros dans la cybersécurité par an, ce qui est évidemment un petit peu compliqué, sachant que l'ANSSI préconise entre 5 et 10% du chiffre d'affaires à investir en cybersécurité. Les principales craintes, bien évidemment, c'est la perte de données, hein, ça c'est la perte première, puisque la perte de données sans possibilité de restauration, malheureusement, souvent, ça se traduit par une fermeture de la société. Et là, c'est une information aussi assez intéressante, c'est qu'il y a un tiers des employés qui n'ont pas confiance dans les mesures prises par leur organisation pour se protéger des risques cyber. Et enfin, et ça c'est peut-être l'information la plus importante, 66% des sondés n'appliquent pas les pratiques permettant d'atteindre le niveau essentiel de sécurité préconisé par l'ANSSI, voilà, ce qui peut en fait aussi ici déboucher sur un certain nombre de questions. Alors, on va tout de suite attaquer. Pour information, donc, nous avons séparé les interventions en deux parties. Donc, on va considérer tout ce qui va être préparation avant attaque. Et ensuite, dans une deuxième partie, on verra tout ce qui est pendant et après une attaque, comment ça se passe. Donc, je vais tout de suite passer la main, du coup, pas à Xavier, puisqu'il est à Phone, mais à Giovanni. Et voilà, je lui laisse la main. Ok, donc du coup, un risque cyber, c'est quoi? C'est le fait de subir une attaque informatique. Donc, elle peut venir de plein d'endroits différents. Elle peut venir donc d'un système interne. Elle peut venir d'une pièce jointe qui est arrivée dans un mail. Elle peut venir de plein de sources différentes. Et pour le coup, on aura beau essayer de se prémunir des attaques informatiques. On aura beau essayer de faire tout ce qu'on veut pour limiter les attaques informatiques. Grosso modo, si un pirate veut rentrer, il arrivera à trouver une porte d'entrée.
sur les dernières attaques qui sont remontées à mes oreilles, c'est rentré par des ports d'imprimante, c'est rentré par des périphériques comme ça. Donc pour le coup, chaque réseau est vulnérable. Donc on aura beau essayer de mettre en place tous les moyens possibles pour essayer de limiter les tentatives d'attaque, on a en effet une possibilité forte que la plupart des entreprises soient attaquées aujourd'hui. On sait que dans les probabilités, une attaque informatique arrivera quand même beaucoup plus régulièrement et beaucoup plus fréquemment qu'un incendie d'un local professionnel, qu'aujourd'hui, tout le monde s'assure contre l'incendie. Et ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que dans les multirisques professionnels, les risques cyber sont exclus d'office de la police multirisque. De ce fait, il faut pouvoir prendre une police à côté. Je vous montrerai un petit peu tout à l'heure ce qu'on est capable de proposer. Et on est en capacité donc de venir couvrir l'entreprise sur 3 volets différents. Et pour le coup, si tu peux passer à la slide d'après, s'il te plaît. Donc, les 3 volets sur lesquels on est capable d'intervenir, ça va être dans un premier temps de l'assistance, c'est-à-dire qu'on a une attaque informatique en cours, on est capable avec, comme sur votre assistance auto, quelqu'un qui vient vous dépanner sur le bord de la route, c'est de mettre à votre disposition, à la disposition du chef d'entreprise, donc des équipes formées et dédiées pour venir contrer l'attaque et si possible la contenir. Travailler main dans la main avec votre prestataire informatique, c'est aussi possible. Et une fois qu'on a contenu l'attaque, l'idée, c'est de faire un petit peu le point. Qu'est-ce qu'on a comme dommages? Donc, les dommages, ça peut être en effet, on parlait tout à l'heure de la perte de données. Il va bien falloir tenter de reconstruire une base. Pour reconstruire une base de données, il faut forcément des historiques, des sauvegardes. C'est compliqué de reproduire une base de données si on n'a plus les informations. Mais également, dans la partie dommages, on va avoir tout le matériel informatique, tout ce qui va être serveur, tout ce qui va être baie de brassage, tout ce qui va être poste en lui-même. C'est des choses qui peuvent être hors service, liées à un piratage. On va avoir aussi tout ce qui est le droit de notification. Donc, le droit de notification, vous avez l'obligation d'informer la CNIL comme quoi vous avez une attaque informatique, mais également informer l'ensemble de vos clients. Également surveiller la réputation, et on a un volet important dans cette partie dommage qui est lié à la perte d'exploitation. Donc la perte d'exploitation, pour rappel, c'est le fait de ne pas pouvoir avoir d'activité dans le cadre de l'entreprise, et l'idée pour nous, c'est de venir combler la perte de marge brute. Donc ça, c'est la partie dommage, et l'idée, c'est qu'on vienne vous assister et réparer votre système pour vous remettre dans une situation où vous étiez avant le sinistre. Est-ce que tu peux passer juste un petit peu pour afficher juste la partie en dessous, s'il te plaît? Merci. Donc, la partie responsabilité civile, pour information, vous êtes responsable d'une attaque qui pourrait partir de chez vous et de votre système informatique pour aller infecter d'autres systèmes informatiques. Donc, pour le coup, c'est ce qu'on appelle des attaques au système informatique de tiers. Ça peut très bien être des clients, ça peut très bien être des fournisseurs. Et pour le coup, derrière, vous êtes nommé responsable, et dans ce cas-là, ça veut dire que vous devez payer. Et nous, l'idée, c'est de venir aussi combler la partie responsabilité civile. Donc, sur ces 3 volets-là, qui sont la partie dommage, perte d'exploitation et responsabilité civile, vous avez, comme je disais tout à l'heure, une exclusion sur la multirisque professionnelle, ce qui fait que votre assureur n'interviendra pas. Et c'est à vous d'assumer ses propres dommages et les conséquences si jamais vous n'avez pas une police risque cyber spécifique. On est aussi capable d'intervenir sur des cas un petit peu plus précis, notamment tout ce qui est lié à la fraude et l'usurpation d'identité. Donc l'usurpation d'identité, c'est quelqu'un qui se fait passer pour vos collaborateurs. Et la fraude, c'est typiquement, aujourd'hui, et ça arrive encore, des personnes qui font des virements pensant que c'est le dirigeant qui a demandé de faire un virement. Ils font un virement sur un RIB et il y a des centaines de milliers d'euros, voire des milliers d'euros qui sont partis. Et pour le coup, c'est des risques qu'on est capable de couvrir et qui sont liés donc à l'erreur humaine. Il faut savoir que la plupart des attaques informatiques aujourd'hui proviennent d'une erreur humaine. On a cliqué sur une pièce jointe, on a mis une clé USB qui n'était pas à nous dans l'ordinateur. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Les attaques se multiplient et elles sont de plus en plus nombreuses et elles se sont développées, et on a aussi de plus en plus de failles dans les systèmes informatiques, notamment avec tout ce qui va être activité de télétravail, des choses comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus une cible idéale pour les pirates. On pouvait penser il y a quelques temps que ce n'était que les grandes entreprises, les grands groupes qui étaient attaqués. Aujourd'hui, la plupart des
entreprises, que ce soit des entreprises individuelles, TPE, PME ou des très grandes entreprises, tout le monde peut être attaqué. Il n'y a plus de cible, l'exposition elle est maximale pour tout le monde, et plus on est dépendant du système informatique, plus ça va être compliqué de repartir. Et en effet, globalement, si on n'a pas l'assurance et que c'est compliqué de repartir, on peut avoir derrière une entreprise qui est amenée à disparaître. Pour s'assurer, nous, on a besoin d'avoir absolument une sauvegarde en dehors des locaux et un minima hebdomadaire. Comme je disais tout à l'heure, on aura du mal à reconstruire des données et un système informatique si on part de rien. Donc, c'est pour ça qu'on demande à ce que nos clients ils aient des sauvegardes externalisées, si possible automatiques et typiquement dans un data center. Et là où c'est encore mieux, c'est qu'on a une redondance entre plusieurs data centers pour qu'on puisse récupérer les données. On demande aussi à ce que les clients aient une licence antivirus à jour et des pare-feux sur leur système informatique. C'est de la base de la prévention, mais c'est ce qu'on a besoin, nous, pour pouvoir assurer. Et derrière, qu'est-ce qu'on a besoin pour pouvoir vous faire une cotation et qu'est-ce qui peut influer ou pas sur le tarif? On va avoir l'activité, on va avoir le nombre de personnes, le nombre de postes qui sont dans l'entreprise. On va aussi avoir besoin de connaître la nature des données que vous avez. Typiquement, entre un artisan qui peut avoir des données sur ses clients et un pharmacien, un médecin qui a des données sur ses patients, c'est pas du tout le même niveau de risque en termes de données, ni le même secret entre le secret professionnel et le secret médical. Donc ça, c'est des choses qu'on a besoin parce que c'est des phénomènes aggravants. On a aussi besoin que vous ayez une politique de sécurité informatique, typiquement que vous changiez régulièrement les mots de passe, que vous ayez en effet une politique de sécurité informatique, que vous ayez un plan d'action qui existe si jamais on est en cas de crise et on a un problème informatique. Donc tout ça, c'est une approche que nous, on a avec vous, on a une approche pédagogique. L'idée, c'est de venir vous challenger un petit peu sur les solutions informatiques que vous avez en place, voir avec vos prestataires qu'est-ce qu'il manque ou qu'est-ce qui est bien fait. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir vous proposer en effet une cotation. Aujourd'hui, donc, vous avez là sous ce tableau-là quelques exemples de primes qu'on peut vous donner en fonction donc, du niveau d'activité et du nombre de salariés. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Tout ça, c'est pour vous dire que c'est quelque chose qui est de tout de même abordable en termes de cotisation et l'idée, c'est de venir nous faire quelque chose qui est une offre sur mesure pour vous, pour votre entreprise. Alors c'est vrai, merci de jouer la transparence parce que même moi, à titre personnel, je pensais pas, entre guillemets, que c'était aussi abordable. Et finalement, c'est vrai que c'est des prix qui sont pas du tout délirants et abordables. Je pense même pour une TPE ou une PME. Voilà. Donc en tout cas, merci de jouer cette transparence. Et du coup, on va, à moins qu'il y ait quelque chose à rajouter, pardon, de votre côté. Je sais qu'aujourd'hui sur le marché, il y a un peu de tout en termes de cotisation, il y a un peu de tout en termes de produits. Donc l'idée c'est bien de comparer aussi qu'est-ce qu'il peut y avoir sur le marché, notamment en termes de plafond de garantie et d'assistance. Donc parce que l'assistance c'est essentiel dans ce produit-là. Oui, c'est clair. C'est clair que là on a un tableau qui est vraiment voilà pour vous donner une idée, hein, pour vous donner une vague idée, mais après derrière bien sûr il faut compléter en regardant notamment les exclusions et les conditions et les obligations qui vont être liées à ce contrat. En tout cas, merci beaucoup pour l'intervention, Giovanni. On se retrouve un petit peu plus tard, je pense, dans la présentation. Je vais tout de suite passer la main à Maître Le Chien, qui va donner son avis côté légal. Oui, alors effectivement, je prends la parole après mes co-intervenants assureurs pour aller dans le même sens, puisque beaucoup de choses que vous a expliqué Giovanni à l'instant sur les prérequis en particulier pour pouvoir être assuré et pour bénéficier d'une cotation suffisamment favorable sont des prérequis que l'on doit, assurance ou pas, normalement respecter. Et le cadre de la cybersécurité est aujourd'hui, par rapport à ce qu'il était il y a une vingtaine d'années, assez dense et assez bien défini. Sébastien, tu l'expliquais aussi tout à l'heure, 68% des structures déclarent ne pas respecter l'ensemble des obligations essentielles que l'ANSSI préconise. Hein. Effectivement, aujourd'hui, le cadre est connu, mais pour autant, entre sa connaissance, sa maîtrise et la mise en œuvre, on a toujours un écart qui doit petit à petit, bien entendu, se réduire.
Alors, le cadre de cybersécurité, c'est un ensemble de réglementations et de normes. La différence, c'est que la norme, en général, n'est pas forcément réglementaire. La norme, c'est un ensemble de règles qui sont documentées et dont on n'est pas forcément obligé d'assurer un respect sous couvert de sanctions, comment dire, avec l'obligation de le faire sous peine de sanctions. Par contre, la norme inspire ou parfois devient une réglementation, c'est-à-dire que les pouvoirs publics, que ce soit au niveau européen ou que ce soit au niveau français, vont mettre en place une loi, un règlement, une directive européenne qui vont venir imposer à un secteur d'activité ou à un certain nombre de structures des exigences minimales. Et en particulier, effectivement, quel que soit le cadre, le socle que l'on retrouve dans toutes les réglementations, c'est la norme ISO 27000. Donc, c'est le management de sécurité d'un système d'information. Donc, c'est en gros ce qu'on appellera l'état de l'art. Les juristes utilisent souvent cette expression, l'état de l'art, pour, par exemple, dans une expertise informatique, si un contentieux éclate en matière numérique et qu'il faut établir si le travail a été correctement ou pas effectué par un éditeur, par un hébergeur, par un prestataire, on va se référer à l'état de l'art. Et l'état de l'art, c'est classiquement cette norme. L'état de l'art, je m'arrête un petit peu sur ce sujet parce que c'est vraiment très important. Le numérique évolue beaucoup. Et l'état de l'art, il y a une notion de ce qui se fait aujourd'hui et que l'on doit utiliser et ce qui se faisait il y a 5 ans, 10 ans et que l'on ne doit plus mettre en œuvre. Donc, c'est tout ce qui va être dans un logiciel, par exemple, suivre les versions qui sont supportées. C'est ne pas utiliser du Windows, par exemple, trop ancien. On voit régulièrement des cas et on voit régulièrement des atteintes arriver sur des systèmes obsolètes. C'est justement lutter contre cette obsolescence des systèmes en suivant le mouvement. Alors forcément, il vaut mieux que le mouvement n'aille pas trop vite, et c'est vrai que le progrès parfois nous pousse et pousse les entreprises à devoir investir à marche forcée, mais il y a cette notion de ce qu'on doit faire, c'est-à-dire par rapport au plus grand nombre, par rapport à ce qui se démocratise, et ce que l'on ne met plus en place parce que c'est obsolète, et ce que l'on va bientôt avoir dans l'état de l'art, mais qui est encore trop récent et qui est encore trop coûteux. Donc il faut se situer dans ce nuage-là, d'obligations, de règles, de matériel, que ce soit des matériels, que ce soit des bonnes pratiques, qui est ce qui se fait. Voilà. J'utilise souvent une image pour illustrer ça, c'est un petit peu comme une course cycliste. En gros, vous pouvez être dans le peloton, il faut être dans le peloton, mais après le peloton, il peut être étiré, il peut être compact, ça dépend des configurations, et en tout cas, il faut mieux éviter d'être à l'arrière avec la voiture balai qui vous klaxonne dessus, et partir en échappée dès le début de l'étape, c'est pas forcément quelque chose qui va vous garantir d'arriver d'être en forme à l'arrivée. Donc l'idée, c'est d'être dans ce peloton de structures qui mettent en œuvre ce qu'il faut mettre en œuvre en 2024. Voilà. Donc je me suis étendu sur le sujet parce qu'on va vous parler tout à l'heure, justement, Fortinet va vous parler de tout ce qui va être les systèmes XDR, EDR, tous ces aspects, c'est ce qui aujourd'hui fait évoluer l'antivirus, ce qu'on appelait l'antivirus, vers des solutions qui sont aujourd'hui beaucoup plus complexes et beaucoup plus efficaces. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui est à prendre en considération, comme on a eu il y a plusieurs années l'arrivée du cloud, l'arrivée de la virtualisation, ce genre de choses. Alors, on a en termes de réglementation et de normes la directive NIS 2 qui va arriver et qui succède à NIS 1, donc c'est Network and Information Security. Là, pour le coup, c'est une réglementation qui impose à un certain nombre d'entreprises de respecter les bonnes pratiques que l'on retrouve classiquement dans ISO 27000. On a aussi le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, qui oblige aussi, puisque c'est un règlement européen, de respecter dans son article 32 les règles de sécurité des données personnelles. Je vais y revenir. Et on a des réglementations sectorielles qui sont également à considérer selon le domaine où vous agissez, qui vont être par exemple, alors on connaît la Payment Card Industry Data Security Standard qui est pour les paiements. Donc c'est ce qui fait aujourd'hui qu'un site internet qui fait du e-commerce ne doit pas s'occuper tout seul en mode artisanal des paiements en ligne. Il doit confier ça à une brique de paiement et un instrument de paiement sécurisé. C'est tout à fait logique aujourd'hui, mais ça ne l'était pas il y a quelques années. Les réglementations comme la HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act, ainsi qu'en France le référentiel général de sécurité santé pour le secteur de la santé. Je prends des exemples. Et puis DORA, la Digital Operational Resilience Act, qui est au niveau européen
un ensemble d'obligations s'appliquant au secteur des banques et assurances, ainsi que tous les prestataires qui gravitent dans ce domaine. Voilà. Donc, focus sur Nice 2. On ne peut pas aujourd'hui, en avril 2024, faire une présentation sur le sujet du cadre de la cybersécurité sans parler de cette directive Nice 2. Nice 1 daté de 2016, entrée en vigueur en 2018 avec le RGPD. Nice 2 a été voté en 2022 et sa transposition doit intervenir pour la France le 14 octobre 2024. Donc, ça veut dire transposition qu'on va avoir une loi qui est en cours d'élaboration. On va voir si les délais arrivent à être tenus. C'est un peu compliqué pour toutes les lois ces temps-ci, avec les JO, avec tout ça. Donc, l'idée, effectivement, c'est qu'on ait une loi qui transpose la directive européenne aux entreprises et aux structures françaises. Alors, je schématise rapidement parce que l'objectif, c'est pas de faire un topo sur Nice 2 ce matin complet, hein, mais vous avez peut-être des questions sur le sujet, j'y répondrai à la fin de la présentation. Il y a 2 niveaux, pour schématiser très simplement, il y aura 2 niveaux d'exigence selon que l'on soit entité essentielle, donc les EE ou les entités importantes EI. Et ça va se déterminer, que l'on soit EE ou EI, selon le domaine où vous agissez. Par exemple, l'énergie, les déchets, un certain nombre de secteurs très sensibles vont être forcément entités essentielles et les entités importantes seront le reste des structures de taille moyenne, par exemple, dans certains secteurs ou des secteurs moins sensibles. Il faut prendre en considération qu'on aura quand même 30 fois plus d'entités soumises à Nice 2 qu'à Nice 1. Donc, ça va être un changement très, très important. Beaucoup de structures vont être impactées. Et un point important par rapport à Nice 1, c'est que Nice 2 va s'appliquer à l'intégralité du système d'information de la structure, alors qu'avant, dans Nice 1, on ne pouvait séparer en fait le système d'information qui était lié à l'activité considérée comme stratégique, essentielle, et ne pas forcément imposer le même niveau de sécurité à l'ensemble du SI de toute la structure si on pouvait les séparer. Maintenant, on va devoir appliquer le régime d'exigence en fait à tout le SI. Alors, si vous vous demandez si vous allez être visé ou pas, il y a, à ma connaissance, en tout cas, je n'ai pas vérifié ces jours-ci, mais il n'a pas encore été mis en ligne, mais l'ANSSI a prévu de mettre en place une plateforme sur son site internet où vous pourrez aller voir si vous êtes visé ou pas. Donc, ça va être d'une aide assez intéressante compte tenu de la multiplicité des critères et de leur articulation. En tout cas, effectivement, il y a des sujets qui n'étaient pas tellement adressés qu'auparavant, qui vont l'être complètement. Ça va être, par exemple, tout ce qui va être fabrication de pièces automobiles, véhicules automobiles, ce qui va être, par exemple, dans l'agroalimentaire, tout ce qui est alimentaire, la production, mais aussi la distribution de produits alimentaires. Donc, ça va être des secteurs qui vont vraiment être beaucoup visés. Et puis, tout ce qui va être également la fourniture de services managés, la fourniture de prestations en ligne, les éditeurs en mode SaaS, tout ce qui va être prestation d'hébergement, et on le conçoit bien, hein, puisque ce sont ces prestataires qui sont au cœur de la lutte contre les menaces. Voilà. Il y a, et on revient justement sur les propos que j'avais tout à l'heure et qu'avait le co-intervenant assureur sur le socle minimal d'obligations essentielles à respecter, on aura dans ce cas de Nice 2 là, une obligation, une liste de mesures essentielles qui doivent être mises en place. C'est écrit dans le règlement. Donc là, ce sera une faute que de ne pas mettre en œuvre ces mesures-là. On n'est plus, vous voyez, dans la norme indicative, on est dans la réglementation qui impose. Et par exemple, pour schématiser, le but, c'est pas de parcourir tous les items ce matin, mais il est nécessaire de documenter ces mesures de sécurité en mettant en place une PSSI, une politique de sécurité des systèmes d'information, avec toute la documentation qui va bien. Il est nécessaire également de mettre en place des procédures de gestion d'incidents, mettre en place également des procédures de gestion de la continuité. Alors ça, c'est tout ce qui va être les termes que l'on utilise souvent, c'est PRA, PCA, donc tout ce qui va être les plans de continuité d'activité, plans de reprise d'activité. Ça aussi, l'assureur, si vous avez une assurance cyber, il est très preneur de toutes ces mesures-là que vous allez pouvoir mettre en place, puisque si vous expliquez que vous avez déjà réfléchi à tous les incidents que vous pourriez avoir et comment y remédier le plus rapidement possible, ben vous allez lui faciliter la tâche aussi. Et forcément, il va être bien plus facile de vous assister. On a également tout ce qui va être la politique liée au RH et aux accès, c'est-à-dire gérer toutes les habilitations, les privilèges, les entrants, les sortants. Le fameux cas classique de ne pas laisser des comptes
de personnes qui sont sorties de l'entreprise depuis des mois ou des années, toujours actifs. Voilà, bon, c'est la base, hein, mais il faut toujours le rappeler. La formation et la sensibilisation, puisque vous avez noté dans l'introduction qu'il y avait un certain nombre d'utilisateurs qui n'étaient pas satisfaits, ou en tout cas qui n'avaient pas confiance dans les mesures que leur entreprise met en place pour sécuriser, mais en réalité, le fait d'être rassuré vient de la connaissance et précisément de la sensibilisation et de la formation. Si je suis bien au courant des procédures, s'il y en a, si je suis bien formé à les appliquer, je vais être quand même plus rassuré dans mon travail. Et je vais surtout aussi, en tant qu'employé, n'oublions jamais, ne pas me retrouver en situation à la limite de penser que je suis en danger moi-même. Puisque n'oublions pas que dans les menaces informatiques, vous avez un certain nombre d'erreurs humaines, vous avez un certain nombre de situations où vous avez parfois des employés qui se retrouvent pris en otage. Par exemple, dans le cas de la fraude, hein, ce que vous a expliqué Giovanni tout à l'heure, c'est-à-dire la personne qui va subir l'influence d'un escroc qui va appeler au téléphone pour demander de payer les factures, qui va envoyer des mails, qui va faire pression. Il est extrêmement délicat de se mettre, d'être dans cette situation, et vous avez des personnes à la comptabilité, au service finance dans les entreprises qui ont explosé en vol face à ce type de situation, après avoir constaté qu'ils avaient fait un virement qu'il ne fallait pas faire. Ces points-là, il faut vraiment former et aider le personnel à être au courant de ces menaces et à savoir y répondre avec fermeté et avec une solidité mentale qui se prépare. Voilà. Et les autres points plus techniques, comme le chiffrement, bien entendu, toutes les données, dès lors qu'elles circulent ou qu'elles sont, notamment dans le cadre de la mobilité et tout ce qui est nomade, les ressources nomades, téléphone mobile, ordinateur portable, ce genre de choses, il faut utiliser le chiffrement. Aujourd'hui, ça fait partie de l'état de l'art. Hein. Si vous ne le faites pas, il faut à la limite expliquer pourquoi vous ne l'avez pas fait. Et puis, tout ce qui est authentification de facteurs, double facteur, qui en fait se développe considérablement et permet de lutter contre un certain nombre d'usurpations. On a, dans le cadre de NIS2, l'ANSSI. Donc, vous connaissez, je pense, forcément cette structure. Donc, c'est l'autorité de contrôle en la matière, hein, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui aujourd'hui a plutôt un travail au niveau des administrations et de l'État, ainsi qu'un travail de sensibilisation. Hein, c'est, comment dire, l'agence qui gère la sécurité au niveau de l'État. Mais son travail va se retrouver fondamentalement modifié dans la mesure où, dans le cadre de l'extension de NIS2, de cette norme réglementaire qui va devoir s'appliquer à 30 fois plus de structures, comme je vous l'ai dit, l'ANSSI va avoir un rôle de contrôle et de sanction, ce qui va être complètement différent par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, l'ANSSI peut vous demander des infos, mais ils ne peuvent pas vous sanctionner. Ils ne peuvent pas vous contrôler en disant « Pop, 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 attendez, montrez-nous ce que vous avez fait, on va voir, et si ce n'est pas bien, on vous sanctionne ». Ça va être un petit peu comme la CNIL en matière de RGPD, pour ceux qui connaissent le domaine ou qui ont déjà testé, j'espère pas, mais effectivement, la CNIL a un pouvoir aujourd'hui de contrôler, de sanctionner, avec des montants très importants d'amende hein, pour certaines structures. Elle n'hésite pas à le faire régulièrement. Et là, l'ANSSI pourra également, en cas de non-respect des règles, contrôler et sanctionner. Et les sanctions seront financières, des amendes. Ça pourrait être la suspension d'un système ou d'un service, par exemple un site, un système d'émergement, un système managé, voilà, pourquoi pas, qui ne respecterait pas les règles. Et on a quelque chose d'innovant qui n'existe même pas en RGPD. Il pourra y avoir une interdiction d'exercer individuelle pour des personnes qui auraient été identifiées comme étant à l'origine des manquements. Donc ça, c'est extrêmement personnalisé, c'est l'individu, les dirigeants éventuellement, hein, qui n'auront pas mis en place en toute connaissance. Hein, je pense qu'il faudra vraiment avoir une intention quasiment de nuire, ou en tout cas une négligence très fautive pour être sanctionné comme ça, mais il y aura une possibilité de sanction ciblée sur les individus qui seraient des véritables escrocs du numérique et de la sécurité numérique. Voilà. Donc voilà pour NIS2, je me tiendrai à votre disposition par la suite si vous avez des questions. Le RGPD, qui est également le levier, on va dire, le plus important, en tout cas le plus répandu et le plus évident aujourd'hui dans toutes les structures. Il n'y a pas une structure qui n'ait pas de données à caractère personnel, donc on a forcément le règlement général sur la protection des données qui s'applique à toutes les structures aujourd'hui. Et en particulier, l'article 32 du RGPD précise que le responsable de traitement doit sécuriser les données à caractère personnel sur le plan technique et organisationnel. Les deux sont bien mentionnés. Et compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et des risques. Donc, vous voyez que dans cette affirmation de l'article 32, on a le plan technique qui est cité. Donc, tout ce qui est mesures techniques, ça va être par exemple les moyens de prévention, de détection, de lutte. Donc, tout ce qui va être techniquement mis en place comme des pare-feux, des antivirus, des EDR, des systèmes de VPN pour les liaisons qui vont chiffrer vos données lors des transmissions,
tout ce qui va être chiffrement sur les ordinateurs, par exemple. Et vous allez avoir aussi les sauvegardes qui sont bien entendu le point fondamental, crucial en termes de sécurité du système pour pouvoir remettre en place les données en cas d'atteinte. Et vous avez également les mesures organisationnelles qui vont forcément avec cela. C'est tout ce qui est procédure. C'est-à-dire, j'en parlais tout à l'heure, la gestion de crise, le plan de reprise d'activité, plan de continuité d'activité, la communication, tout ce qui est méthode de remédiation, et ce sont notamment l'utilisation des sauvegardes, comment on repart après un incident, ainsi que les bonnes pratiques sur les habilitations privilèges, la gestion des accès, sur la journalisation, c'est aussi la traçabilité, conserver des preuves, hein, de qui a fait quoi, que s'est-il passé, tout ce qui va être preuve en matière d'atteinte, par exemple la possibilité d'effectuer des copies de fichiers ou ce genre de choses, ainsi qu'en termes de documentation, tout ce qui va être documentation liée alors à la fois à la sécurité informatique et au RGPD. Et vous devez bien entendu vous munir également des garanties qui vont être des garanties juridiques dans les contrats, puisque dans le cadre du RGPD, n'importe quel intervenant qui va être au contact des données parce qu'il doit les manipuler ou parce qu'il produit, il fournit un système ou on va dire une prestation qui l'amène à être au contact des données ou qui l'amène à sécuriser ces données, en fait, tout prestataire va être sous-traitant RGPD, donc va devoir avoir des clauses dans ses contrats qui sont spécifiques, des clauses de sous-traitance, et qui lui imposent un certain nombre de règles, et en particulier de justifier de sa propre sécurité, autant que vous. Voilà. Et vous devez d'ailleurs baser votre sécurité sur ce qu'il met dans ses contrats et sur les informations qu'il vous donne. Par exemple, votre hébergeur, votre mainteneur, le fournisseur de votre logiciel métier ont des obligations envers vous d'information. Et le dernier point, effectivement, les mesures, les garanties financières, en quelque sorte, parce que c'est au sens large que j'utilise le terme, c'est en particulier la couverture d'assurance, c'est-à-dire pouvoir être couvert en termes notamment de perte d'exploitation et en termes de coûts de procédure. Alors, j'insiste sur le fait que l'article 32 du RGPD que j'ai cité, vous avez compte tenu de l'état des connaissances, justement, c'est cette fameuse référence à l'état de l'art. C'est-à-dire que dans le RGPD, on ne vous donne pas la liste de ce que vous devez faire, contrairement à Nice, où il y a le socle des obligations essentielles. Dans le RGPD, on est plus à vous de voir en fonction du type de données que vous avez, en fonction du métier que vous exercez. Giovanni disait tout à l'heure, un médecin, un avocat ne vont pas présenter le même risque qu'un artisan boulanger, par exemple, en termes de données hébergées. Donc ça, c'est à mesurer à chaque fois, au cas par cas, en fonction de votre domaine. Et les coûts de mise en œuvre aussi, qui sont importants, puisque justement, cette problématique d'investir le mieux possible dans la sécurité et d'être couvert le mieux possible, s'articulent en fonction de cet état de l'art ainsi que du coût des solutions. Bien entendu, on va évaluer en fait quelles sont vos capacités et qu'est-ce que les entreprises de votre domaine normalement devraient investir. Tout à l'heure, Sébastien citait entre 5 à 10% selon ce que dit l'ANSSI en matière d'investissement, en matière de sécurité pour les entreprises. On est en dessous dans un certain nombre de cas. Effectivement, c'est aussi un critère un peu aggravant en termes de responsabilité. Voilà. Merci Régis. Alors on va du coup donner notre avis côté technique. C'est vrai que je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, une des caractéristiques de Fortinet, c'est sa gamme étendue. Donc impossible évidemment de parler de tout ce matin, donc il faut faire un choix à un moment donné. Mais c'est vrai que voilà, juste pour rappeler, hein, on a décidé de segmenter en 3 catégories. Hein. Il y a bien sûr la partie que vous connaissez, hein, c'est-à-dire la partie réseau qui est ici, donc avec les best-sellers que sont FortiGate par exemple, ou les switches, ou les FortiAP, donc les bornes Wi-Fi, le tout dans des form factors extrêmement différents, hein, puisque ça va de l'appliance à la VM en passant par du matériel durci pour le monde industriel, par exemple. Ensuite, on va avoir toute la partie cloud et enfin la partie purement sécurité. Alors, pour m'aider à faire un choix, j'ai choisi de partir plutôt sur un framework, donc sur un cadre de travail, le cadre de travail du MITRE, qui segmente un petit peu une attaque avec différentes phases, hein, phase de toutes les parties reconnaissance, création du malware, delivery du malware, exécution, contact au centre de commande, et puis derrière l'infection à proprement parler. Donc, pour essayer de placer, en fait, puisque là, nous avons décidé d'être sur une phase pré-attaque, donc de placer 2 produits hein, qui sont ici, donc
qui sont deux produits ensuite, en plus, extrêmement innovants, hein, qui sont FortiRecon et FortiDeceptor. Alors, bien évidemment, hein, ça va de soi qu'un FortiGate, donc un pare-feu qui est bien segmenté avec tous les services rajoutés dessus, va vous aider évidemment en phase de pré-attaque, bien évidemment, hein, comme le ferait un WAF par exemple, donc une solution de protection des serveurs web, ou comme le ferait un EDR ou un endpoint par exemple. Mais voilà, à un moment donné, il faut bien choisir. Donc j'ai choisi vraiment des produits qui sont purement des produits qui sont là en mode pré-attaque. Alors, à quoi ça consiste? Donc, le premier, FortiRecon, va consister déjà à analyser en permanence le paysage des menaces externes et à essayer en fait de récolter un maximum d'informations sur ce que vous voyez à l'écran. Hein, c'est-à-dire que la partie, par exemple, des campagnes de phishing actuelles, les applications malveillantes, usurpées, donc des clones de vos applications Android ou iOS, par exemple. Ça pourrait être également des domaines frauduleux, hein, du type squatting, par exemple, hein, qui concerne vos marques. Ça peut être tous les services exposés, les faux comptes dans les réseaux sociaux, ça peut être les fuites d'informations qui potentielles ou qui ont déjà eu lieu, des erreurs de configuration, les campagnes de ransomware en cours, les vulnérabilités à traiter d'urgence, etc. Donc ça, on va essayer de ce paysage des menaces, en fait, on va essayer de vous le présenter de façon permanente. Donc, pour ce faire, en fait, on va utiliser donc un service web qui s'appelle FortiRecon et qui va être là pour vraiment atténuer les risques au niveau de la surface d'attaque. Alors, comment ça va se passer? Il est divisé en trois grandes catégories de fonctionnalités. La première catégorie de fonctionnalités, c'est la gestion de la surface d'attaque. Donc là, tout simplement, notre but va être en fait de scanner tous vos assets, hein, donc par exemple vos domaines, vos sous-domaines, vos blocs d'IP publics, etc. Donc on va scanner tous vos assets pour essayer en fait de construire en fait une carte de votre surface d'attaque. Et une fois qu'on a créé cette carte de surface d'attaque, bien évidemment, on va chercher hein, s'il n'y a pas des choses à faire à l'intérieur. Donc, par exemple, est-ce que vous n'auriez pas, par exemple, des serveurs exposés? Est-ce que vous n'auriez pas des vulnérabilités exposées? Est-ce que vous n'aurez pas des services de type, par exemple, prise de contrôle à distance qui seraient visibles sur Internet, etc. Donc, on va vraiment mapper toute cette partie-là dans ce premier service qui est ici. Le deuxième, protection de la marque, comme son nom l'indique, hein, ça va être vraiment nous d'aller chercher, d'aller voir dans les forums de hackers, dans le dark web, etc. Donc, si vraiment, voilà, il y a des choses qui sont en cours et s'il y a des choses qui sont faites du côté de l'usurpation d'identité. Donc, par exemple, hein, classiquement du type squatting. Donc, vous avez votre site qui a été cloné et derrière, il y a un nom de domaine qui est à peu près le même, mais qui a été légèrement changé. Donc, ça, c'est voilà, fait partie des choses que nous allons étudier. Est-ce que vous n'auriez pas, par exemple, des applications sur Android qui ont été également dupliquées et dans un but malveillant, etc. Donc voilà, ça va être vraiment ça. Le but de cette section, c'est vraiment de protéger votre marque et de vous informer au maximum en mode préventif de ce que vous pourriez subir comme attaque. Ensuite, la troisième sera l'intelligence, hein, donc la partie vraiment intelligence. Alors, intelligence dans le sens équipe, des équipes humaines qui vont aller voilà, chercher l'information en se faisant passer, par exemple, pour des acheteurs sur, je sais pas, des ransomware, par exemple. Donc là, on va aller chercher l'information et on va vous la présenter sous forme de rapports qui peuvent être des rapports sur votre secteur d'activité ou même quelquefois des rapports vous concernant, en proprement parler, puisque, par exemple, on peut imaginer qu'il y a un groupe de hackers qui parle de vous sur un forum. Bah, nous, notre but, c'est de remonter cette information et de vous avertir au plus vite avec différents degrés de dangerosité qu'on va voir dans un instant. Donc voilà, c'est ça un petit peu, hein, si on doit synthétiser en une seule slide, la philosophie de FortiRecon. Alors, c'est très abstrait, donc moi j'aime bien vous montrer un petit peu comment ça se passe directement dans l'interface. Donc, vous voyez là, ici, par exemple, j'ai une interface d'accueil donc qui concerne une société prise en exemple ici, et avec voilà 478 points de douleur hein, donc à gérer. Et on va avoir ici une représentation un petit peu graphique de ce qui a été vu. Hein. Donc, par exemple, on a vu 58 menaces sur le Darknet. Voilà, il y a déjà eu, première vue, des fuites de données qui sont déjà intervenues. Il y a eu des contrefaçons de cartes bleues ici.
Voilà, il y a eu, par exemple, des soucis au niveau des fournisseurs. Hein, donc, il y a des risques au niveau des fournisseurs. Est-ce que les fournisseurs, ça ne va pas rebondir sur moi, par exemple? Voilà, on a également ici, on voit hein, des documents qui sont disponibles, par exemple, sur ce qu'on appelle des buckets, hein, donc des disques durs, par exemple, sur AWS ou Azure. Donc voilà, donc comme ça, nous, notre travail, c'est de remonter ce type d'informations et dans un premier temps, de façon synthétique, de vous le présenter ici. Si je regarde un peu plus dans le détail, hein, si j'ouvre le premier menu, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a 3 sections. Hein, donc la partie découverte des assets, donc ça, ok, c'est clair. La deuxième section, la protection de la marque. Donc vous avez un petit peu plus de détails ici. Hein, on voit qu'il va y avoir tout ce qui concerne les domaines et les sous-domaines, usurpation de domaines et de sous-domaines, usurpation de comptes type Facebook, LinkedIn, Instagram, etc. Vous avez également ici toutes les clones de logiciels type Android et OS qui auraient pu être faits par des groupes de pirates. Ici, on va pouvoir surveiller un petit peu plus l'activité des VIP, hein, donc la direction générale. Hein, on pourra rentrer leur nom, leurs coordonnées, etc. Et puis, nous, comme ça, on va pouvoir surveiller si jamais est-ce qu'à un moment donné, leur nom remonte à la surface ou pas. On pourra également surveiller tout ce qu'on appelle code repo, hein, donc tous les GitHub, par exemple, où on peut poser du code source. Pareil au niveau des buckets, hein, donc au niveau des disques durs cloud, on pourra les surveiller également. Et vous avez également une autre notion ici qui est intéressante, qui s'appelle le takedown. Le takedown, c'est quoi? C'est la possibilité en fait de demander à Fortinet de tuer le process, de tuer le service en question. Donc, si par exemple vous avez un nom de domaine usurpé, vous dire OK, fais-moi un takedown dessus, et nous, les équipes, donc c'est de l'humain, hein, les équipes vont tenter. Alors, je dis bien tenter parce que des fois, comme vous le savez, le nom de domaine peut être ou l'hébergement peut être dans un paradis fiscal, hein, par exemple, donc difficile d'accès. Mais si c'est possible, on va demander la fermeture du service en question. Et enfin, alors là, ici, vous avez un petit exemple hein, au niveau des réseaux sociaux. Donc, dans la seconde partie Brand Protection, je vous ai mis de façon un peu plus concrète un exemple. Donc, ici, on a voilà, 2 sites hein, qui font de l'usurpation d'identité. Donc, on a des informations, on peut se connecter pour voir à quoi ça ressemble. Et on a également ici voilà, le nombre d'abonnés et le nombre de posts qui ont été faits sur ce site qui parle de ma marque de façon plus ou moins légitime. Troisième et dernière partie, la partie intelligence. Donc ça, c'est la partie rapport. Donc là, voilà, la partie la plus intéressante sera évidemment la partie report qui est ici, hein, puisque vous allez pouvoir classer par catégorie, classer par dangerosité, classer par confidentialité et dispatcher ça à l'intérieur de votre entreprise à qui de droit. Et puis vous avez ensuite, vous voyez, les fraudes à la carte bancaire, si vous êtes dans le domaine bancaire, par exemple, tout ce qui va être infection en cours, tout ce qui va être ensuite information générique, mais provenant de différentes sources, hein, l'OSINT, ou donc tout ce qui va être intelligence open source, tout ce qui est vulnérabilité, ransomware ou fournisseur. Donc, on va avoir des informations sur ce qui se passe actuellement dans ces différents sujets. Voilà, et on va pouvoir ensuite demander des investigations spécifiques. Je vous montre également, encore une fois, on terminera avec ça, un rapport typique. Hein, donc là, c'est un rapport donc classé le plus haut hein, dans le côté confidentialité. Voilà, ici, vous voyez la diffusion restreinte. Donc, c'est un rapport qui va concerner ici, par exemple, un site officiel au Texas. Et juste pour vous montrer le genre de choses, alors j'ai flouté volontairement, hein, mais le genre de choses qu'on peut récupérer. Donc, on est en pleine discussion. Il peut y avoir des discussions, par exemple, entre nos équipes qui seront passées pour des acheteurs et les groupes de hackers, et on va remonter des captures d'écran sur tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vu capturer pour prouver que ce qu'on est en train de vous dire, c'est vrai. Et là, notamment sur ce cas-là, donc c'est une extraction d'une base de données assez importante sur l'État du Texas, et on a récupéré un sample. Donc le groupe de pirates nous a donné un sample pour vous montrer en fait que c'était sérieux et que s'ils vendaient ça, bah, c'est qu'il y avait une raison de le vendre. Et donc on a le petit fichier texte, voilà, avec toutes les informations évidemment confidentielles que j'ai flouté volontairement. Deuxième produit, comme je vous l'ai dit, dans la partie pré-attaque, et encore une fois un produit hyper innovateur, FortiDeceptor. Alors le FortiDeceptor, c'est quoi? Alors Deceptor dans le sens de faux, enfin de quelque chose qui va en fait leurrer quelqu'un. Donc c'est un logiciel en fait qui va être capable de créer des leurres et des appâts. Alors on va me dire qu'est-ce que c'est qu'un leurre et un appât? En fait, on a la possibilité d'avoir très simplement via un assistant, la possibilité de créer en fait des clones de machines réelles. Donc, je m'explique. Hein, donc, par exemple, vous dites tiens, je vais créer un leurre
à base de Windows 10. OK. Je vais créer un leurre à base d'un Linux quelque chose. Je vais créer un serveur web à tel endroit. Je vais créer un serveur mail à tel endroit. Je vais créer un VMware, un faux VMware à tel endroit, par exemple. Je vais créer une fausse imprimante, etc., etc. Donc, vous avez tout un tas vous avez plus d'une centaine de modèles de leurres que vous allez pouvoir donc déployer sur votre réseau. Et donc, bah, c'est super intéressant parce que forcément, une fois que vous avez déployé ces leurres, qu'est-ce qui se passe? Bah, si jamais à un moment donné ça clignote, il y a une alarme, c'est qu'il y a une raison, puisque ce sont des leurres, donc personne n'est censé aller sur ces machines. D'ailleurs, les gens ne les connaissent pas dans l'entreprise. C'est des leurres que le service informatique a placées. Et donc, vous allez être, si c'est à un moment donné ça clignote, bah, c'est que forcément, il se passe quelque chose. Et donc, c'est ce système-là qui commence à aujourd'hui être de plus en plus utilisé dans les entreprises, puisque c'est vrai que ça cumule pas mal de fonctionnalités. Hein. C'est quelque chose qui, finalement, on installe, et puis voilà, il n'y a pas de faux positif. Hein. Si un jour ça clignote, c'est qu'il se passe quelque chose. Alors, ça peut être bien sûr une découverte interne, hein, quelqu'un qui s'amuse, voire s'il peut rentrer dedans juste sans forcément avoir une arrière-pensée, mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus grave. Ça peut être un groupe de pirates qui dit ouais, chouette, j'ai réussi à rentrer sur le SAP de la société, chouette, de pouvoir faire des choses. Donc, je vais vous montrer quelques exemples après, c'est assez sympathique. Et les appâts, c'est quoi? Bah, tout simplement, c'est pas tout de mettre une fausse machine, un faux hyperviseur, mais si sur cet hyperviseur vous n'avez pas des données, le groupe de pirates il va se dire ça sent pas bon, il y a peut-être quelque chose derrière, il essaie peut-être de m'attraper. Donc nous, on va vous fournir en fait une quantité de fausses données prêtes à l'emploi selon les modèles que vous avez décidés. Donc voilà, si c'est un Windows, dans la partie mes documents, il y aura des choses. Il y aura des PDF, il y aura des points doc, il y aura des fichiers texte avec des mots de passe. Voilà, tout un tas de choses comme ça pour que le pirate puisse dire ok, super, il a mis ses mots de passe en clair dans un fichier texte, je vais pouvoir rebondir sur une deuxième machine, et la deuxième machine est fausse également. Et voilà. Et ensuite, on va pouvoir, nous, avec des différents tableaux de bord et rapports, tracer tout ça et voir ce qui se passe et comment il a fait pour rentrer justement. Donc ça cumule plein en fait d'avantages, hein, ce qu'on appelle dans la cybersécurité la déception, donc avec le partie décepteur, ça cumule plein d'avantages, notamment bah, c'est non intrusif, hein, donc ça ne joue pas sur le reste du système informatique, il n'y a pas de faux positifs, donc ça veut dire que s'il se passe quelque chose, bah, il se passe quelque chose, hein, c'est pas comme un EDR, on va devoir traiter une certaine quantité quand même de faux positifs parce que c'est normal, il remonte tout ce qui peut être suspect. Là, non, pas du tout, il n'y a pas du tout de faux positifs. C'est extrêmement efficace également pour finalement détecter les menaces inconnues, puisque si jamais le groupe de hackers décide d'acheminer un exploit sur cette machine et ensuite d'exécuter quelque chose, on va pouvoir également nous l'interconnecter par exemple à une sandbox pour découvrir en fait s'il est en train d'utiliser un malware de type 0D ou autre chose. Ça permet bien sûr voilà, l'analyse et la traçabilité de tout ce qui se passe. Hein. Ça réduit le temps d'arrêt puisque l'attaque n'a pas lieu sur les vraies machines, il a lieu sur des fausses machines. Donc il n'y a pas évidemment d'attaque, il n'y a pas de coût évidemment également, hein, puisque ce sont des coûts. Une fois que c'est en place, on n'y touche plus, on attend que ça arrive à nous. Hein. Il n'y a pas besoin de monitorer, donc il n'y a pas de coût en personnel ou en maintenance. Bien sûr, ça tourne tout seul. Ce sont des VM en fait, hein, des simulations de VM. Finalement, ça offre un rapport qui a été pris, encore une fois, très excellent. J'aime bien toujours vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. Donc ici, vous avez l'interface d'administration. Alors pour les gens qui font un peu de Fortinet, hein, ça ne va pas vous changer beaucoup. Hein. C'est un peu le look and feel Fortinet. Donc si vous êtes déjà formé sur FortiGate, il n'y aura pas de souci pour passer sur ce type de solution. Et là, vous avez un exemple en fait de ce qu'on est capable d'émuler. Hein, donc ça va des choses assez classiques, hein, comme vous voyez, comme du Linux, hein, à de l'ERP par exemple, hein, du SAP, hein, pour donner un exemple, pour en parler. On peut créer des faux FortiGate aussi, ça c'est assez rigolo, hein, des faux pare-feu, on peut comme ça voilà, aller jusqu'à Windows. Mais là où ça peut être intéressant, c'est qu'on a aussi des choses très techniques. On a par exemple de l'émulation de matériel médical, par exemple une pompe à insuline. Une pompe à insuline, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une interface web de gestion. On est capable d'émuler cette interface web de gestion. On a également tout un tas de VM concernant le monde industriel. Donc ici, on voit qu'on aura tout un tas de possibilités en fait de créer des machines de gestion qui peuvent être des machines qui vont cloner, par exemple, une chaîne de montage. Donc voilà, on va avoir tout un tas de choses comme ça, plus d'une centaine, hein, je vous dis, au catalogue, il s'agrossit tous les jours. Et si ça ne suffit pas, vous pouvez créer vous-même vos propres leurres en injectant une image. Ici, on a un leurre de SAP. Donc, vous voyez, hein, ça ressemble
plus que nécessaire à SAP, hein, puisque c'est un vrai SAP qui tourne quelque part. Et ensuite, on a des leurres qui vont aller assez loin, comme par exemple de la caméra IP. On est capable d'émuler un outil de surveillance. Et vous pouvez, ici, on a un de nos collègues hein, qui s'amuse avec, mais vous pouvez ensuite injecter une petite boucle qui va simuler, je ne sais pas, l'entrée d'une société, qui va tourner en boucle. Et du coup, le hacker va se dire, ah chouette, j'ai réussi à prendre la main sur leur système de vidéosurveillance, je vais pouvoir m'amuser avec. Sauf qu'il est, encore une fois, sur un leurre. Et ici, voilà, on est encore plus dans le pointu. Hein. Ici, on émule en fait en standard, hein, sans supplément. On émule en fait un logiciel de médical. Alors, j'ai oublié son nom, ça va peut-être me revenir. Mais voilà, donc ça va émuler, il y aura une dizaine de patients. Et quand on clique dessus, on peut aller même jusqu'à voir les résultats de l'analyse, hein, l'analyse fausse, bien évidemment. Donc là, je ne sais pas ce que c'est, mais imaginons que ce soit un genou. Donc on va voir les radios carrément, les scanners hein, qui ont été faits sur ce faux patient, puisqu'encore une fois, il n'existe pas. Vous voyez quelque chose d'assez assez étonnant et assez innovateur en cybersécurité. On peut le faire sans aucun problème. On peut avoir des produits qui sortent de l'ordinaire en cybersécurité. Voilà, je repasse la main tout de suite à Régis hein, qui nous donne son avis sur finalement la situation de crise. Donc, on a vu ce qu'on peut faire avant l'attaque. Maintenant, on est en pleine attaque. Qu'est-ce qu'on peut faire après l'attaque? Et on va avoir voilà, son conseil d'avocat. Merci Sébastien. Alors effectivement, on a vu et on a dit en introduction que le risque zéro n'existe pas, donc on aura forcément une probabilité qu'une atteinte puisse survenir. Je vais volontairement d'ailleurs utiliser le terme d'atteinte au-delà du terme d'attaque, parce que l'attaque suppose effectivement qu'il y ait une action de la part d'une personne vers les données et vers le système, mais en fait, sur le plan juridique, on va raisonner en termes d'atteinte. Voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Une atteinte peut aussi survenir d'une erreur de manipulation interne. C'est pas forcément un acte volontaire avec une intention de nuire. Voilà. Donc je reviens sur des réflexes. Donc il y a deux types de réflexes à avoir, des réflexes organisationnels et puis des mesures techniques. Premier point, et je renvoie justement sur l'excellente intervention des co-intervenants sur l'assurance en début d'intervention, justement en début de séminaire. Si vous disposez d'une assurance, alors déjà, premier réflexe, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut disposer d'une assurance idéalement. Hein. Ils vous l'ont bien expliqué, c'est pas couvert par les garanties classiques. Et donc, si vous disposez effectivement d'une telle couverture, le premier point, c'est de contacter le centre de crise de l'assureur afin d'être conseillé et de suivre ses directives, puisque, comme cela vous avait été expliqué, l'assureur prend en charge du coup la réalisation des démarches et l'accompagnement sur les premières mesures, le cas échéant avec votre prestataire informatique. Voilà, donc ça c'est premier point, premier réflexe. Au même titre que lorsque vous tombez en panne, vous avez un accident, bah, le premier, on pense au constat, on pense voilà, mais on pense à l'assistance tout de suite. Hein, voilà. Deuxième point, ça c'est quelque chose d'important également, mobiliser les ressources pour traiter la situation. Premier réflexe à avoir sur le plan organisationnel, c'est de se dire, à la limite, avant même que je connaisse l'ampleur de ce qui est en train de se passer, parce que vous ne connaissez pas forcément l'ampleur de l'atteinte à un moment donné, ça peut être une attaque informatique. D'ailleurs, à la limite, vous ne saurez pas tout de suite que c'est une attaque. Ça peut être, par exemple, tout est arrêté, tout est stoppé, ou un certain nombre de services ou de systèmes ne fonctionnent plus et vous pensez à une panne, mais c'est peut-être une attaque. Voilà, donc c'est difficile de faire la part des choses. Je reviens à l'actualité. Hein. Jusqu'à ce matin, on nous dit que Parcoursup, qui a été bloqué hier soir, les serveurs étaient indisponibles, mais voilà, ils n'ont pas voulu dire pourquoi. Est-ce que c'est une panne ou est-ce que c'est une cyberattaque? On ne sait pas. Voilà, donc ça c'est quelque chose à évaluer, mais avant même d'évaluer, mobiliser les ressources, c'est-à-dire penser à prévenir et penser à faire que des personnes indispensables dans votre structure ne soient pas occupées ailleurs et soient disponibles. Notamment, ça se prévoit dans un plan de gestion de crise, c'est-à-dire on va déjà définir qui est alerté, comment on alerte, qui on alerte. Ça peut être alors, la DSI déjà en premier quand on est sur du numérique, mais il va falloir impliquer la direction. Et comme dans toute structure, comme dans l'armée, est-ce qu'on prévient le général? Est-ce qu'on prévient l'état-major? Ou est-ce qu'on traite la situation? Donc, il faut également prévoir ces cas-là et dire que on va prévenir la direction, on va prévenir un certain nombre de cadres de la structure
Et on va également, s'ils ne sont pas là, s'ils sont en vacances ou quoi que ce soit, bah, on va le faire. Voilà, on a un numéro d'urgence, on met au courant. Ça évite déjà les problèmes humains par la suite aussi, puisque ça pourra être reproché de ne pas avoir été mis au courant. Le juridique, ne pas oublier le juridique. Moi, j'ai vu des cas où ça a été oublié et où en fait, on s'est retrouvé à demander, alors ça ne me concernait pas, mais ça concernait le juriste d'une entreprise qui était parti en séminaire de formation, alors que le problème était survenu la veille. Et le lendemain, on a eu besoin de le joindre pour avoir l'avis sur les contrats, sur un certain nombre de clauses avec des délais d'intervention, de rétablissement, enfin toutes ces discussions qu'on peut avoir sur certaines clauses dans le cadre de la maintenance ou dans le cadre du rétablissement d'un service. Et le juriste n'était pas dispo. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut prévoir, avoir les contrats sous la main et avoir la personne capable de les analyser. La communication, puisqu'on va le voir un peu plus loin, la communication est un élément extrêmement important. Si vous avez des personnes de ressources qui s'occupent de la com, il faut qu'ils soient également sur le pont. Et les RH, bien entendu également, pour pouvoir suivre la situation et voir par rapport aux affectations des uns et des autres quelles sont les dégradations et débordements qu'il pourrait y avoir en termes de suivi, en termes d'horaire, en termes de temps passé, ce genre de choses. Voilà. Autre point sur le plan organisationnel très important et que je constate que beaucoup de structures n'anticipent pas, c'est évaluer les préjudices. Alors, ça consiste en quoi? Ça consiste en se demander, se poser la question en amont de combien ça va me coûter si j'ai un incident. Déjà, il y a quelque chose de très important, c'est que ça va vous permettre de jauger la rentabilité, en quelque sorte, de contrats d'assurance cyber que Generali va vous proposer. Donc déjà, si vous mettez en face du prix des primes d'un contrat comme ils vous ont été présentés, avec les pertes d'exploitation, les dysfonctionnements dans votre entreprise, les conséquences par rapport à la clientèle, tout ça, vous faites vite le tour. Vous vous rendez compte que c'est extrêmement intéressant d'être couvert. Mais au-delà, toutes les réflexions sur votre niveau de sécurité informatique doivent être guidées par cette réflexion-là. Combien ça me coûterait si j'avais un incident où je perdrais mes données, ou alors je ne pourrais pas répondre à mes clients pendant 48 heures, ce genre de choses. Et ça, toutes les structures doivent pouvoir le faire. C'est plus ou moins difficile. Dans la grande distribution, on va pouvoir calculer le chiffre d'affaires à l'heure près. Dans une université, ça va être beaucoup plus compliqué de savoir quelle est la rentabilité, ou en tout cas la perte de rentabilité de l'organisation en cas de difficulté. Mais il y a des éléments. Parfois, on raisonne en termes de chiffre d'affaires, parfois, on raisonne en termes de coût de résolution de l'incident. Par exemple, combien de personnes ai-je dû mobiliser? Combien de personnes ont dû abandonner leurs tâches habituelles pour pouvoir remédier à la difficulté? Combien d'heures supplémentaires les personnes ont-elles dû faire pour remettre la base en place? Des choses comme ça. Et souvent, moi, j'ai constaté que, comme je suis sollicité pour du conseil lorsque ça survient, les structures n'ont pas réfléchi à cette méthode en amont. Et mettez-vous toujours en situation d'avoir les indicateurs. Voilà, on ne vous demande pas de chiffrer tout de suite, mais avoir les indicateurs et savoir lesquels ce sera. Donc, inventorier les systèmes et métiers, chiffrer les ressources, évaluer vos pertes d'exploitation et préparer l'argumentation, c'est-à-dire pouvoir être capable de coucher ça sur le papier et de dire « ça nous a coûté tant pour telle raison ». Je vais dépasser le stade de l'assurance. On va le voir juste après, mais à partir du moment où on dépose plainte, par exemple, si on se retrouve en contentieux, un juge ne va jamais décider, si vous allez devant un juge et que vous réussissez, dans certains cas avec des pirates qui sont basés à l'autre bout du monde, ça va être compliqué de les traîner devant un tribunal. Par contre, dans d'autres circonstances, ça va être plus facile d'identifier un responsable, une structure ou des responsables ou des ex-employés, des employés, et on va chercher une condamnation. À partir du moment où on a déposé plainte et que ça... c'est l'affaire avouée à être jugée par un tribunal, un juge ne va jamais décider de lui-même de combien est le préjudice. Il va vous dire, à vous de me dire, et moi je statuerai. Un juge n'a pas le droit de décider à votre place. Donc vous devez finalement, même si c'est assez illusoire dans beaucoup de cas d'aller jusqu'au devant le tribunal, mais quand même vous mettre en situation de savoir, si vous étiez devant le tribunal, combien vous réclameriez de dommages-intérêts. Voilà. Alors, sur le plan organisationnel, d'autres aspects qui sont importants, c'est effectuer les démarches qui s'imposent. Et autant il y a quelques années, ou il y a de nombreuses années, on n'en avait aucune. Et d'ailleurs, ce qui se passait, c'est que c'était souvent passé sous silence. Il y avait souvent une omerta sur les incidents liés à des atteintes au système d'information.
on avait des entreprises qui le cachaient. Et je pense que tout le monde a en tête des exemples d'il y a quelques années où des entreprises, finalement, parce que ça paraissait dans la presse à un moment ou à un autre suite à une fuite, ils devaient avouer, ah oui, effectivement, on s'est fait voler un certain nombre de millions de comptes qui ont été compromis. Voilà, donc il y a eu des grandes entreprises. Hein, et on s'est rendu compte justement qu'à cause de ce problème de passage sous silence, pour éviter que ça nuise à l'image de l'entreprise, et ben, du coup, elle ne le signalait pas. Donc aujourd'hui, l'obligation de signaler devient de plus en plus présente. Et en particulier, on a le fait de notifier aux autorités en matière de CNIL. Hein, tout à l'heure, les co-intervenants de l'assurance nous ont présenté ce sujet puisque c'est quelque chose qu'ils prennent en charge dans les premières démarches, parce que c'est quelque chose d'assez systématique. C'est effectivement la notification d'une violation de données à caractère personnel à effectuer à la CNIL, auprès de la CNIL. Le délai pour le faire est dans les 72 heures. Mais je précise, en qualité de DPO externalisé, que c'est quelque chose qui doit être bien jaugé. Vous devez déjà voir si vous êtes dans le cas. Bon, ça vient assez vite, hein, c'est une atteinte à une violation de données à caractère personnel qui peut être subie suite à un cambriolage, une subtilisation par exemple d'ordinateur ou autre, mais ça peut être aussi une attaque informatique avec le fait que vous ayez un ransomware qui a bloqué en fait un certain nombre de postes, de terminaux, de serveurs sur votre système et que vous avez des données qui sont indisponibles. Je n'ai pas illustré là, mais le triptyque en matière d'atteinte, c'est une atteinte à l'intégrité, une atteinte à la confidentialité, une atteinte à la disponibilité. Une atteinte à l'intégrité, ça veut dire que vos données, vous n'en êtes plus certain. Une atteinte à la confidentialité, ça veut dire que vos données ont été connues ou peuvent être connues de plus de personnes que ce qui est prévu. Et une atteinte à la disponibilité, c'est les données ne sont plus pour un temps significatif disponibles et je ne peux plus travailler avec elles. Donc, ou définitivement perdues. Donc, vous voyez que, par exemple, un ransomware qui prend en otage vos données en quelque sorte, avec comment dire, la nécessité de payer une rançon pour libérer l'otage, hein, que sont vos données, c'est une atteinte à la disponibilité. Sachant qu'en plus, le pirate peut éventuellement avoir subtilisé les données. Ça, c'est effectivement ce qui se fait de plus en plus maintenant, puisque vous avez l'atteinte où on va bloquer, on va demander une rançon, et ensuite, on va dire, oui, mais vous devez encore payer. Ou vous devez payer plus cher, parce que là, nous allons menacer de publier en ligne les données, par exemple, d'un hôpital ou autre. C'est arrivé récemment. Donc, vous avez du coup une atteinte à la confidentialité des données qui peut aussi être invoquée. Et une notification à la CNIL, du coup, auprès de la CNIL pour violation, c'est quelque chose qui doit comprendre beaucoup d'informations, comme le moment où c'est survenu, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les mesures que vous aviez prises pour éviter que ça se produise, quelles sont les mesures que vous prenez pour remédier au problème. Donc, c'est quelque chose d'assez complet. On a également, je reviens sur NIS 2, je vous ai parlé tout à l'heure de NIS 2 qui arrive bientôt. Toutes les structures qui sont soumises à NIS 2 auront normalement l'obligation de notifier également à l'ANSSI les atteintes à leur système d'information, les incidents de sécurité qui vont survenir. Il va y avoir du coup un calage à faire également sur cette procédure, sachant que là, le délai en plus est de 24 heures. Donc ça va encore plus vite et on ne touche plus aux données personnelles exclusivement. Là, ça concernera toutes les données de la structure. Ça peut être des données à caractère personnel, comme n'étant pas à caractère personnel, données financières par exemple, ou des données de production qui n'ont pas de données personnelles. Donc, il faudra effectivement prendre en compte cette nécessité d'être très réactif dans ce cadre-là aussi. Sachant que, alors ça, ce sont des notifications administratives, hein, en quelque sorte. Et vous avez la nécessité également de déposer plainte auprès des forces de l'ordre. Là, il s'agit de la plainte sur le plan pénal et qui est devenue également une obligation depuis 2023, puisque nous avons une loi qui a réformé d'ailleurs le cadre de l'assurance cyber et qui impose d'ailleurs, pour que l'assureur puisse intervenir, que l'assuré ait déposé dans les 72 heures une plainte pour une qualification correspondant à ce qui est couvert par l'assurance. Alors, je vais illustrer rapidement, je ne l'ai pas mis dans le slide, mais classiquement, c'est ce qu'on appelle les atteintes au STAD, au système de traitement automatisé de données, que l'on trouve dans les articles 323.1 et suivants du Code pénal, qui sont un certain nombre de délits qui sont dans le Code pénal et qui sont caractérisés par des atteintes dont accès, maintien frauduleux dans un système, suppression frauduleuse de données, modification frauduleuse de données, ce genre de choses. Donc, il faut pouvoir déposer plainte très rapidement dans ce cadre-là également, c'est d'ailleurs un critère pour l'assurance, pour que l'assurance fonctionne. Ça peut être aussi la qualification, j'en profite pour le dire,
la fraude aux dirigeants, hein, qui peut être couverte par l'assureur, mais ce n'est pas le cas systématiquement. Tous les assureurs ne choisissent pas de couvrir cela. Ils considèrent que c'est une erreur interne humaine et ce n'est pas forcément quelque chose qui va de soi. Là, c'est une escroquerie. Vous êtes victime d'une escroquerie ou d'une tentative d'escroquerie. Et là aussi, c'est sanctionné par le code pénal. Et le dernier point, alors j'oubliais sur les démarches qui s'imposent, prévenir les autorités de tutelle. Beaucoup de structures aujourd'hui sont obligées de prévenir également. Alors dans le secteur santé, ça va être l'ARS. Dans l'enseignement, il y a le rectorat, par exemple, l'académie. Voilà, j'oubliais ce sujet, mais effectivement, dans un groupe, ça va être aussi de surtout pas oublier de prévenir la maison mère, la direction. Mais voilà, suivant les domaines dans lesquels vous êtes, vous avez soit des organismes spécifiques à la branche, soit les directions de structures qu'il faut prévenir. Je viens sur le dernier point organisationnel qui est extrêmement important, puisque l'impact psychologique en fait des attaques, des atteintes est aujourd'hui très fort. C'est communiquer et prévoir, anticiper sa communication. On le voit d'ailleurs, un certain nombre de litiges, un certain nombre de contentieux, un certain nombre de plaintes viennent souvent d'un défaut de communication. Soit pas de communication autour d'un incident, on a caché, on a passé sous silence, on n'a pas dit ce qui s'était passé, soit une communication maladroite, mal conçue. Et du coup, il faut prévoir une communication adaptée à l'interne comme à l'externe. C'est-à-dire par rapport au public, vous avez des clients, vous avez des usagers, une collectivité a des administrés, il faut prévoir comment on va communiquer. Et on va en dire suffisamment pour calmer le jeu, pour ne pas être dans le complot, et on va en dire pas trop non plus pour éviter justement de donner trop d'indices, trop d'informations et finalement donner le bâton pour se faire battre. Sachant que ça fonctionne en interne aussi, parce qu'en interne, la population des employés, ou on va dire de toutes les personnes qui en fait gravitent dans l'activité, dans votre activité, ça peut être aussi les employés de vos fournisseurs, il va falloir faire passer des éléments de langage, informer. Moi, j'aime bien citer un exemple concret qui est que une fois, lorsque je suis allé au guichet de ma banque, je me suis retrouvé avec la personne qui était au guichet qui me dit oh bah écoutez, on a encore un problème informatique, c'est le 10e depuis le début du mois, les services informatiques ne savent pas comment faire avec ce logiciel, il n'y a que des problèmes, ça ne fonctionne pas, c'est un échec. Je me mets à la place de la direction de la banque. Je ne suis pas certain qu'ils aient été ravis d'entendre ce discours à un client lambda à l'accueil. Voilà, c'est quelque chose que l'on cadre. On forme son personnel à en dire un peu, en disant on est désolé, on a des difficultés, mais on ne va pas raconter que tout va mal, que le projet est mal parti et tout ça. Voilà. Donc attention à ces points. Sélectionner l'information selon le public visé, c'est-à-dire effectuer une certaine gradation dans le niveau d'information en fonction de qui en a besoin et qui en est destinataire. Soigner les propos, faire attention, justement, l'exemple de la banque, soigner l'image de marque. C'est aujourd'hui de plus en plus négatif. Alors, je dirais, c'est un peu une boutade, mais il y a de plus en plus d'atteintes aujourd'hui, de vol de données, de ransomware, que finalement, faire partie du lot, c'est devenu un peu moins, on va dire, générateur d'un sentiment de honte. Mais il faut quand même être vigilant. Une énième notification ou information sur votre site ou sur les réseaux sociaux disant que vous avez été victime de vol de données ou autre, c'est toujours à soigner, hein, c'est toujours quelque chose à encadrer. Anticiper et limiter les fuites et fausses informations, ça aussi, c'est un point important parce que vous avez toujours des gens qui sont à l'affût pour faire passer des ragots ou pour en dire plus que ce qui s'est passé ou transformer la réalité. Donc, il faut savoir également contrer ça et prendre en compte l'information obligatoire, puisque le point le plus important finalement, c'est que dans certains cas, vous serez obligé d'informer les personnes, en particulier avec le RGPD. Le RGPD impose la notification à la CNIL d'une violation de données, ça c'est systématique. Mais par contre, quand il y a des conséquences graves pour les droits des personnes, et ça c'est à vous d'évaluer ce que sont des conséquences graves, ce qui est jamais simple, il y a toujours une réflexion à avoir du coup à ce niveau-là, vous allez devoir informer les personnes, et c'est une obligation du RGPD. C'est-à-dire que là, l'information, elle est réglementaire. Ça va de soi dans certains cas, quand vous avez des informations bancaires, financières, relatives à des paiements qui vont circuler,
il est évident qu'on va prévenir les personnes, puisqu'on va leur dire, vous risquez de vous faire appeler par des gens qui vont se faire passer pour nous et vous dire, par exemple, que le paiement n'est pas passé et ils vont vous demander vos coordonnées de carte ou ce genre de choses. Donc là, dans des risques d'escroquerie comme cela, on trouve évident de le dire. Mais dans d'autres cas, quand c'est juste de l'information qui fuite, relative, par exemple, à des enfants, dans un service enfance-jeunesse, dans le scolaire, est-ce qu'on va notifier? Parfois, si ce sont que des coordonnées mail ou des noms, c'est pas forcément gênant, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Il faut vraiment se faire l'avocat du diable, c'est le cas de le dire, et essayer de se dire qu'est-ce que des escrocs, des pirates feraient avec les données s'ils les récupéraient et quelle, on va dire, manipulation leurs esprits tordus les amènerait, on va dire, à faire pour obtenir plus d'informations des personnes. Voilà. Donc voilà pour les réactions à l'atteinte sur le plan organisationnel. Et sur le plan technique, quelques également propos, mais qui vont être complétés par la suite par Vincent qui va intervenir sur les slides suivants sur vraiment les mesures à prendre en termes de sauvegarde et remédiation. Le premier point, effectivement, c'est quand vous avez une menace comme cela avec des informations, alors soit une attaque informatique, un virus qui va se propager, c'est de stopper la menace. Ça, c'est ce que tout le monde dit, c'est le premier réflexe, c'est ce que le centre de crise de l'assurance de l'assureur va dire forcément aussi, c'est de limiter les dégâts en agissant rapidement, mais ne pas éteindre les terminaux et serveurs. N'oubliez pas, ça c'est vraiment une règle, puisque quand vous éteignez un système d'exploitation sur un terminal ou un serveur, vous avez des journaux, vous avez des traces qui disparaissent, vous avez des journaux qui s'effacent, qui se vident, des mémoires qui se vident, donc il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas tout couper. Isoler les systèmes compromis, séparer les systèmes infectés du réseau pour éviter la propagation de l'atteinte. Essayez déjà d'organiser votre réseau en différents bastions, différents domaines, différents sous-réseaux que vous pourriez isoler. Alors, couper des liaisons, ça peut être parfois tout simplement débrancher les câbles RJ45 ou passer en mode avion sur un ordinateur en Wi-Fi, par exemple. Voilà. Ça permet déjà de stopper un peu les choses. Ensuite, collecter les preuves. C'est le point important, de documenter l'événement en collectant tous les journaux, des captures d'écran ou d'autres éléments de preuve. Faites tout ce qui est possible de faire à votre propre niveau. Le centre de gestion de crise de l'assurance aussi vous aidera sur ce point. Et par la suite, si ça va plus loin, comme vous aurez déposé plainte, il y aura éventuellement une intervention plus ou moins rapide des forces de l'ordre qui vont effectivement effectuer eux-mêmes des constats. Il y a des cellules spécifiques au niveau notamment de la gendarmerie qui peuvent intervenir pour récupérer un certain nombre de copies et d'éléments. Ça facilite l'enquête ultérieure et l'intervention de l'assureur, et prévoir, n'oubliez pas que vos stockages pourraient être immobilisés. Ça, c'est un point que l'on ne prévoit pas non plus forcément en amont, c'est que dans le cadre d'une plainte et d'une enquête, il peut y avoir saisie des disques durs, saisie des contenus, donc c'est un peu embêtant parce que si vous n'avez pas des sauvegardes efficaces, vous allez devoir en fait essayer de le faire alors que vous êtes tenu de restituer les supports de stockage. Il y a des entreprises qui se sont retrouvées avec un certain nombre de postes emportés par la gendarmerie ou la police et du coup indisponibles. Voilà. Donc là aussi, l'assureur a peut-être des réponses sur ce sujet justement par rapport à la prise en charge de l'indisponibilité du matériel. Restaurer les systèmes. Et ça ne se fait pas n'importe comment non plus. Une fois l'atteinte maîtrisée, il est nécessaire de restaurer à partir de sauvegardes fiables. Alors du coup, il faut évaluer qu'elles sont fiables et qu'elles n'ont pas non plus été touchées si c'est un virus ou une atteinte qui se propage. Et selon une procédure organisée, planifiée à l'avance, ce qu'on appelle les plans de reprise d'activité. C'est-à-dire, on va redémarrer les systèmes les uns après les autres, on va redémarrer les services de manière organisée. Et ça se prévoit aussi, ça se documente. Je vous l'ai déjà dit plus tôt dans ma présentation, c'est quelque chose qui se prépare à l'avance. Et appliquer des mesures et correctifs pour prévenir de futures atteintes. C'est d'ailleurs ce que demande la CNIL quand vous notifiez une violation de données. Quelles sont les mesures que vous prenez ou que vous comptez prendre pour éviter que ça se reproduise? Il faut toujours être dans cette démarche-là et de se dire, voilà, on a un incident, on pense déjà à l'avenir et on pense déjà au prochain problème. Voilà. Merci. Donc, voilà pour, Merci Régis. Donc je pense qu'on aura l'occasion de réécouter, de te réécouter dans la partie questions-réponses. Donc on va nous se poser la question également finalement des solutions qu'on pourra utiliser alors pendant et après l'attaque. Alors on va plutôt parler de pendant ici
notamment au niveau de la gamme Fortinet. Donc, la question que je me suis posée ici, elle est assez simple. Quels sont les outils, quel est l'outil ou quels sont les outils qui peuvent aider finalement, que ce soit un avocat ou un cyberassureur, qui peut l'aider, notamment en termes de collecte de preuves? Et la réponse est assez simple finalement, puisque on a deux solutions hein, qui peuvent nous aider dans la partie collecte de preuves, qui vont être un FortiAnalyzer et Fortician, qui est en quelque sorte son grand frère. Alors, que fait déjà cette première solution FortiAnalyzer, qui est aujourd'hui, hein, je le rappelle, dans la gamme, un best-seller, parce que tout simplement, déjà, sa première fonctionnalité, ça va être de la collecte de logs. Donc, la collecter des logs sur une donnée plus ou moins importante et plus ou moins obligatoire, ça va être son métier premier. Donc, plus on prend une solution avec des capacités de stockage, plus on va être capable de collecter l'ensemble des logs sur une période pouvant aller jusqu'à un an ou plus. Donc ça, c'est sa première fonction. Mais ça serait un petit peu trop réducteur de s'arrêter à ça, puisque c'est une solution qui va faire beaucoup d'autres choses, et notamment une partie reporting qui est très intéressante, puisque en fait, vous allez avoir en fait des centaines de modèles de rapports prédéfinis qui vont vous permettre en fait de faire une extraction avec une jolie mise en page, hein, avec des graphismes, etc., sur des sujets divers et variés. Ça peut être un petit peu tout avec des rapports qui s'appellent la sécurité à 360 degrés. Ça peut être des rapports très spécifiques sur, par exemple, l'activité web de certains collaborateurs, voilà, ou la consommation web d'autres collaborateurs. Donc voilà, ça peut être des choses diverses et variées. Il y a plus d'une centaine de modèles de rapports, encore une fois. Et chaque modèle de rapport peut être customisé, hein, puisque si vous voulez, par exemple, uniquement cette information sur la compta, ben, on pourra faire uniquement cette information sur le service compta, par exemple. Donc ça, c'est la partie, une des fonctions phares, hein, c'est la partie reporting qui est vraiment très, très, très intéressante. J'insiste là-dessus. Bien évidemment, tous les rapports peuvent être automatisés. Hein. Donc, on peut prévoir voilà, de se les faire envoyer une fois par semaine, par mail ou par d'autres solutions. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose de très intéressant, pas seulement pour le service informatique, mais également voilà, peut-être pour des décideurs ou des choses comme ça. Ensuite, on va avoir bien sûr un aspect visibilité en temps réel, hein, qu'on va voir dans quelques slides juste après. La visibilité en temps réel, c'est hyper important, hein, puisque ça nous permet quelque part d'afficher le FortiAnalyzer sur un écran qui reste allumé tant que les personnes sont là et qui peuvent, d'un seul coup d'œil, peuvent avoir une information sur ce qui est en train de se passer en temps réel au niveau des différents points qui sont monitorés. Bien sûr, après, l'idée, ça va être de retrouver facilement toutes ces informations. Hein, donc, il y a un très gros moteur de recherche à l'intérieur du produit qui permet de filtrer sur absolument tout, que ce soit entrant ou sortant, et d'afficher l'information qui nous intéresse, notamment dans le cas d'une recherche d'infection. Il va y avoir également une aide qui va être proposée, en fait, ce qu'on appelle du machine learning, donc une espèce d'intelligence artificielle qui va nous aider également et qui va nous proposer différentes choses et qui va notamment collecter ce qu'on appelle des IOC, des indicateurs de compromission, et qui va se dire, bah voilà, moi j'ai détecté ça et je pense que voilà, il y a peut-être quelque chose à étudier un petit peu plus là-dessus. Donc il y a une section dédiée à ça et qui permettrait potentiellement de trouver des malwares inconnus, puisqu'il peut y avoir après des corrélations au niveau des différents produits. Alors ce que j'ai oublié de vous dire en introduction, bien sûr, les FortiAnalyzer, son but c'est de récupérer des logs de l'ensemble de la gamme. Hein. C'est-à-dire que ça soit bien sûr du FortiGate, mais ça peut être bien sûr d'autres produits qui vont venir se greffer là-dessus. Et enfin, donc je vous l'ai dit, hein, le côté, ce qu'on appelle le concept de Security Fabric. Hein. Donc comme vous avez vu, hein, je vous l'ai montré sur le slide d'avant, la gamme est très importante avec plus d'une cinquantaine de produits. Il faut savoir que quasiment tous les produits se parlent entre eux. Et tous les produits peuvent interagir entre eux. Donc par exemple, FortiEDR est capable de remonter automatiquement une règle de sécurité sur le pare-feu et bloquer une adresse IP malicieuse, par exemple, sur les différents pare-feux de l'entreprise, et derrière de l'envoyer à FortiAnalyzer pour un peu plus d'analyse ou pour le signaler de façon centralisée. Donc voilà, donc un produit très 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 important pour aider l'avocat ou le cyberassureur qui sera en charge de vous aider, par exemple, sur un événement un petit peu dramatique comme ça. Encore une fois, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, au niveau tableau de bord, donc vous voyez ici, donc nous avons par exemple une section qui s'appelle FortiView, hein, donc on va avoir des vues d'ensemble, des tableaux de bord temps réel qu'on va pouvoir afficher sur un écran quasiment
en temps réel, en permanent, hein, avec un écran allumé. Et on a ici voilà, les différentes sous-sections. Hein. Donc, par exemple, ici, dans la partie trafic, qui est intéressant, bien sûr, je vais avoir, par exemple, les gens qui se connectent, qui font le plus de trafic sur Internet. Je vais avoir les destinations les plus importantes. Hein. Donc, je vais avoir, par exemple, quels sont les sites qui sont les plus utilisés. Je vais avoir également où sont situés les sites, hein, que ce soit en émission ou en réception. Voilà, quels sont les pays que j'adresse le plus, par exemple. On va avoir ici un tableau de bord, par exemple, sur l'ensemble des menaces, hein, avec donc des informations sur toutes les logs suspects qui sont arrivés sur une période donnée, puisque bien sûr on peut décider de la période donnée, hein, avec un score qui va être affiché ici. Donc évidemment, plus on est sur le rouge, plus il faut traiter l'information. Voilà, donc ça on peut le mettre en permanence. On va avoir une carte également en temps réel des attaques et les fameux indicateurs de compromission, hein, qui vont être affichés ici, donc qui sont des espèces de corrélations que va me proposer le logiciel de façon intelligente et proactive. Et puis ensuite, les rapports, je vous en ai parlé, hein, les rapports, donc encore une fois, plus d'une centaine de modèles disponibles. Et ici, vous avez le rapport sur la sécurité, la posture de sécurité qui va être affiché avec une espèce de résumé finalement de tout ce qui s'est passé, mais également d'un scoring. Donc ici, on est sur un rapport orienté scoring. Donc on va vous dire, voilà, il y a un certain nombre de choses que vous pourriez améliorer dans votre sécurité. Voilà le rapport qui suggère quelques petites améliorations au niveau sécurité pour que ça soit un petit peu ce qu'on appelle faire un peu de hardening, donc c'est le durcissement de la sécurité, quelque chose de très important aujourd'hui vu la technicité des hackers. Donc voilà, on peut suivre les différents conseils qui sont fournis dans ce rapport-là, en l'occurrence. Et ensuite, le grand frère, Forticiam. Alors, pourquoi le grand frère? Tout simplement parce que FortiAnalyzer va être extraordinaire, mais va se limiter évidemment à l'écosystème Fortinet. D'accord? Donc on va avoir, bien sûr, on peut avoir des dizaines et des dizaines de produits qui vont être capables d'être logués dans ce FortiAnalyzer. Mais la question que vous pouvez vous poser, mais oui, mais moi, j'ai pas que du Fortinet. Donc, à partir du moment où vous posez cette question en disant, moi, j'ai pas que du Fortinet et je voudrais finalement utiliser cette technologie, mais avec d'autres solutions, d'autres constructeurs, d'autres éditeurs de sécurité, comment faire? Et là, en général, on passe sur le grand frère, hein, qui est Forticiam, qui lui va être capable de faire de la corrélation, mais d'éditeurs divers et variés, de constructeurs divers et variés en cybersécurité. Voilà, avec plus de 400 interactions possibles avec différents éditeurs. Donc voilà, donc ça c'est vraiment deux produits que j'ai pris dans la gamme, dans cette vaste gamme, pour aider évidemment à mettre en pratique tout ce qu'on a vu avec Régis, notamment sur la deuxième partie. Je passe la main maintenant, avant la partie questions-réponses, rapidement à Vincent, qui va nous expliquer ce qui est capable en fait de proposer Exaprobe au niveau des interventions dans des cas de crise comme celle-là. Non seulement j'explique, mais c'est surtout aussi un rappel de tout ce qui a pu être dit et présenté d'une façon un petit peu synthétique. Parce que quand on subit une attaque, qu'est-ce qui se passe après et comment réagir de façon autonome, mais surtout aussi accompagnée. Et c'est là où aussi Exaprobe peut accompagner bon nombre de ses clients. Voilà, donc les premières questions à se poser, hein, je vais pas faire une lecture évidemment de ce qui est présenté à l'écran. Les supports vous seront partagés. En clair, on l'a dit tout à l'heure, est-ce que c'est isolé du réseau ou pas isolé? Il faut tout de suite l'isoler, ne surtout rien supprimer, puisque c'est ce qui permettra aussi une analyse forte par des fournisseurs, par les instances, par les institutions. Donc ça, c'est essentiel. Donc, est-ce que le patient zéro et l'infection a été identifiée? Est-ce que ce n'est que le sommet de l'iceberg? Est-ce qu'on a identifié vraiment la source? Donc ça, c'est important. Comment ça a été isolé? Donc là, Sébastien vient de nous montrer, on a des outils qui nous permettent, et la prévention aujourd'hui est de plus en plus au cœur de nos stratégies IT au sein des entreprises. Et donc, plus on aura de prévention, plus on aura d'outils, mieux ce sera pour pouvoir justement être réactif et isoler justement ces équipements qui ont été
compromis. Donc ça c'est un point important. Et puis, on va essayer tout de suite d'identifier l'impact des AD. Donc certaines entreprises ont les équipes qui vont leur permettre de réagir très rapidement, d'autres non, et doivent s'appuyer justement comme des entités comme Exaprobe avec un SOC qui est en capacité d'identifier et surtout d'isoler, soit d'une façon automatique ou semi-automatique par les outils que l'on aura déployés. Après, il va falloir tout de suite lancer l'impact sur la partie business. Hein. Donc tout ça, c'est l'urgence aujourd'hui à proprement dit, et on l'abordera un petit peu plus loin sur la façon de l'opérer en termes de gestion de crise. Mais voilà, quelle est la production impactée? Est-ce qu'on est sur du back office? Est-ce qu'on est sur du front? Est-ce que ce sont les données de l'entreprise, critiques, pas critiques? Donc tout ça, c'est des choses qui sont essentielles en tout cas dans la structure de l'information qu'on possède. Et puis voilà, est-ce qu'on a backupé? Alors on a dit tout à l'heure, je vais pas me répéter, mais du coup c'est là où on voit un essentiel sur la gestion des sauvegardes et des restaurations possibles sur différents sites ou pas. Donc là, c'est l'état des lieux et l'état de l'art. Donc il faut être très prévenant là-dessus, de façon à pouvoir aussi répondre aux aspects d'assurance. Hein. Donc on refait le lien avec les assurances pour pouvoir vraiment lire entre les lignes tout ce à quoi on doit répondre pour pouvoir bénéficier des assurances en pareil cas. Voilà. Et donc, évidemment, les backups sont sains. Donc, quel est l'historique de sauvegarde que l'on a et sur quelle base on va pouvoir repartir? Ça, c'est très, très important. Oui, puis juste, si tu veux parler un mot, ayant travaillé dans des logiciels de sauvegarde, on fait beaucoup de sauvegarde, mais on fait jamais de restauration. On ne teste jamais les restaurations ou très rarement les restaurations. Donc, pensez à bien tester vos restaurations parce que le jour où ça arrive et qu'on demande la restauration et que c'est un échec, on est bien embêté. Voilà. C'était toujours un petit conseil, c'est vraiment de tester les backups. C'est vraiment le plan de reprise de vos activités et ça vient jusqu'à ces aspects-là. Et souvent, c'est vrai qu'on les délaisse. Alors, des entreprises systémiques, évidemment, sont contraintes, contraintes, pardon, évidemment sur ces aspects-là dans le cadre de l'audit et du réglementaire, mais des entreprises qui ont moins de contraintes réglementaires ne le font pas suffisamment ou d'une façon rigoureuse. Et c'est après qu'on le regrette et il faut vraiment pouvoir le faire régulièrement. Voilà, donc en termes de prévenance, j'en ai parlé, je vais pas revenir dessus. Donc un SOC interne, un SOC externe. Donc là, nous, comme aujourd'hui on l'opère pour bon nombre de clients, on supervise, on opère vraiment cette gestion des alertes, du ticketing, on analyse en permanence évidemment tout ce qui va être trafic, tout ce qui va être suspect, tant au niveau des postes que des équipements. Voilà. Est-ce que l'on doit prévenir l'assureur ou pas en fonction de l'alerte qui est donnée? Donc ça, c'est justement les équipes expertes qui vont nous permettre de le faire et quelles équipes vont être mobilisées et le niveau de confidentialité associé. Le niveau de confidentialité est très important, en effet, puisque c'est en fonction de ce qui va se passer, de la donnée qui va être diffusée, que voilà, parfois il faut savoir rester discret pour pouvoir assurer une meilleure analyse, de façon à ce que le pirate ne soit pas informé justement de notre état de connaissance de son attaque. Et parfois, c'est aussi plus sain et plus serein pour les équipes de pouvoir y travailler. Donc tout cela doit être vraiment géré par la cellule de crise que l'on verra après. Donc les recommandations, les resets des mots de passe, des comptes impactés, le cas échéant. Donc là, on revient un petit peu sur ce qui a été dit précédemment, la collecte de l'information à l'instant T. Donc là, ce sont vraiment les équipes spécialistes qui doivent l'opérer. Donc que ce soit votre SOC, que ce soit votre IT ou que ce soit une société externe que vous pouvez tout de suite appeler. On peut mettre en place aussi des prestations, des contrats qui nous permettent de répondre en cas d'urgence à une intervention sur incident ou sur attaque pour pouvoir vous accompagner si tant est que nous ayons une certaine forme de maîtrise de votre récit. Voilà, donc les stations de travail classiques, il y a une réinstallation from scratch qui peut être faite, mais ne prenez jamais l'initiative de la faire par vous-même. Attendez que les analyses techniques puissent vous dire il faut le refaire, parce que parfois la réinstallation va nous enlever des traces qui peuvent être importantes pour nos outils. Voilà. Et puis on revient sur ce qui a été dit. Donc si les backups sont sains, voilà. Donc ça c'est nos recommandations. On peut parler à la slide suivante. Donc, un exemple de scénario de reprise. Donc, une fois qu'on a tout identifié, qu'on vous dit go, on peut tout reprendre. Donc, on repart from scratch ou on repart de sauvegarde saine. Donc, dans tous les cas, c'est une certaine forme de réinstallation qui peut être à la fois logique
et ou physique. Immédiatement remettre en place le DR qui vous permettra d'avoir une protection évidemment pérenne. Et puis qui a aussi une certaine notion antivirale pour certains. Et qui est un aspirateur à log. Il faut pas oublier que le DR, contrairement à Endpoint, le DR, c'est avant tout sa première fonctionnalité, c'est aspirer tous les logs qui se passent sur le endpoint. Donc forcément, si vous remontez énormément de logs d'informations de ce qui se passe sur la machine, même s'il n'y a pas de malware, ça peut être intéressant. Donc c'est vrai que le fait d'avoir ce réflexe de placer un agent EDR, c'est aussi pour se dire, voilà, s'il y a quelque chose qui se passe, je vais remonter les informations qu'on ne verra pas avec un endpoint traditionnel. On parle de plus en plus de DR plutôt que d'antivirus. Ça, c'est une certitude. Et DR, ça fait partie des recommandations. Et généralement, les fournisseurs de DR sont aussi là pour faire de la surveillance virale. Donc c'est pleinement adapté. Je vais pas dicter et lister tous les bullet points, mais en clair, après, on redémarre au fur et à mesure l'ensemble des environnements. Là, on réouvre au fur et à mesure l'ensemble des flux parce qu'on opère un contrôle régulier sur l'activité de façon à remettre en état les services. Vous avez eu différents exemples dans les hôpitaux ces derniers mois, sur les 18 derniers mois. Et voilà, à chaque fois, c'est un redémarrage régulier, progressif de l'ensemble des SI, en commençant par le moins critique vers le plus critique, pour en avoir un total contrôle et voir s'il n'y a pas quelque chose de résiduel au niveau de l'attaque. Voilà. Le dispositif, donc je parlais de cellules de crise, c'est la plus importante. Il faut là vraiment un pilote et un pilote qui soit décisionnaire. Et donc le pilote peut être composé de plusieurs évidemment personnes. Il y a le métier, il y a le juridique, il y a le business, il y a la direction, et il faut qu'on soit en capacité de décider pour. Et cette cellule doit être malgré tout la moins peuplée, pardonnez-moi l'expression, possible. Il faut vraiment qu'on soit en capacité de s'écouter, s'entendre, décider d'une façon efficace autour des enjeux stratégiques. Et souvent, on dissocie aussi cette cellule stratégique en deux pour laisser aussi le temps aux opérationnels de pouvoir agir et qu'ils ne soient justement pas parasités par les impacts métiers et business. Les opérationnels nous remontent les infos et leur capacité et le métier, le business et la direction sont en capacité d'agir, de décider, et c'est eux qui filtrent l'ensemble de la communication et tant en interne qu'en externe. Parce qu'on est souvent aussi très embêté par l'interne, puisque l'interne veut continuer à travailler et avancer. L'exemple des hôpitaux est un très bon exemple. On ferme toute la radiologie. Comment fait-on pour continuer à soigner? Donc, il y a une pression interne qui est très, très forte. Et il faut aussi pouvoir la canaliser, d'où l'importance d'avoir la direction et les bonnes instances en place. En termes de prévention, voilà, on a aussi le besoin, et là c'est important d'insister, et c'est tous les jeux d'investissement qu'on a évoqués tout à l'heure. Plus vous investirez une certaine quote-part de vos budgets sur la partie SI, sur l'inventaire des données, d'une façon exhaustive, documentée, une CMDB par exemple, qu'elle soit au niveau des logiciels ou que ce soit au niveau des physiques. L'évaluation de vos risques, là c'est vraiment une méthode qui est en place pour voir qu'est-ce qui se passe si tel ou tel environnement claque. Voilà, ça, ce sont des choses importantes. Et on en a dit tout à l'heure, et je le redis, l'exercice de gestion de crise, l'exercice de restauration, tout cela est important pour voir justement la réaction des personnes. Tout le monde n'est pas sensible n'a pas la même sensibilité à la gestion de crise, à la réactivité, à la gestion du stress. Nous ne sommes que des humains et il est important de pouvoir identifier aussi les facteurs clés de succès d'une gestion de crise. Voilà. Super. Merci Vincent pour cet éclairage. Alors, il nous reste un petit peu de temps pour passer aux questions-réponses. Et je vais d'ailleurs tout de suite, je vois quelques questions qui s'affichent. Une question qui est très intéressante que j'ai sélectionnée et qui est pas forcément consensuelle et on attend beaucoup de son de cloche, notamment même de l'État français. Alors, question peut-être avant tout pour Régis, Xavier et Giovanni. Faut-il payer la rançon? Messieurs, un avis ou plus qu'un avis, une recommandation? Du coup, concernant la rançon, en fait, il faut surtout pas la payer. Dans le sens où aujourd'hui, un pirate informatique peut vous demander en effet de payer la rançon et avoir gardé un petit bout chez vous, vous avez payé la rançon et en fait, on se retrouve avec un pirate qui peut demander à nouveau une nouvelle rançon, rebloquer le système et donc c'est un peu compliqué.
Donc Oui, c'est voilà. vrai que donc là, c'était Giovanni qui est intervenu. Hein, donc c'est vrai que, si on paye la rançon, finalement, on est solvable et un groupe de pirates pourra revenir quelques mois ou quelques années après en se disant, bah, eux, ils ont payé une première fois, pourquoi pas une deuxième fois. Oui, Euh, tu voulais peut-être l'avocat. compléter Oui, le point de vue Giovanni? de l'avocat, effectivement, dans le même sens, le fait de payer une rançon permet de se faire identifier comme étant un bon payeur, donc c'est jamais un signal à envoyer à des personnes qu'il faut voir en face. Ne se posent pas la question de savoir s'ils ont déjà piraté ou pas une entreprise. En fait, ils sont là pour faire du business. Il faut toute l'économie derrière les ransomware et le piratage informatique, c'est une machine à cash hein, pour le financement des économies souterraines, pour pas dire les mafias et autres. Et en fait, ils ne s'embarrassent pas du tout. À partir du moment où ils ont trouvé quelqu'un qui peut payer et qui va payer, ils le font. Autre aspect quand même où il faut être vigilant, c'est que le fait de payer la rançon, alors ça c'est plutôt la vision anglo-saxonne des choses, mais ça peut être du financement d'activités illégales ou même du terrorisme. Et il s'est dit aux États-Unis que ceux qui paieraient des rançons pourraient être poursuivis eux-mêmes pour avoir versé de l'argent dans le cadre d'un blanchiment, en fait, hein, tout simplement. Donc attention à ça. En tout cas de financement d'économie illégale. En France, c'est juste historiquement pour l'anecdote, hein, ça n'allait pas de soi parce que l'année dernière, on a eu deux sons de cloche différents. Tu le disais, Sébastien, il y avait des sons de cloche. On avait l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui va dans le sens de ce que nous disons, l'assureur et moi-même, c'est-à-dire ne payez surtout pas, ne mettez pas d'eau au moulin dans cette, comment dire, dans ce type de démarche. Et pendant ce temps-là, on a eu un petit couac, c'était le ministère, il me semble, de l'économie et des finances, qui disait que c'était un gage pour poursuivre l'activité au niveau de l'activité économique, un gage de continuité d'activité. Donc, en gros, non, ne le faites pas. Au niveau des assurances, les assurances françaises, en tout cas Generali dit ne pas le faire, la plupart des assurances françaises ne le font pas. Il y a des assurances au niveau mondial qui, je crois, ont évoqué l'idée de couvrir ça. Mais bon, c'est quelque chose de très touchy, quoi. Voilà. Et j'avais d'ailleurs, toujours pour garder la main, Régis, une question également par rapport aux conséquences. Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences graves pour un gérant, par exemple, allant jusqu'à, pourquoi pas, hein, de la prison? Sur le fait de payer la rançon? Non, 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 je parlais d'une cas, par exemple, d'un hack qui peut se terminer très mal pour une société. Est-ce que ça peut aller assez loin pour le gérant ou la direction, par exemple? Pour l'instant, je n'ai pas vu dans la jurisprudence de ces dernières années de cas où on a véritablement été jusqu'à attaquer individuellement un gérant, mais je dirais que la théorie juridique le permet. Euh, le fait d'assurer la sécurité des données est devenu aujourd'hui quelque chose d'incontournable pour n'importe quelle structure. Ça fait partie de l'état de l'art en matière informatique. Ça fait partie aussi en quelque sorte de l'état de l'art de la bonne gestion d'une entreprise. Donc, il n'est pas exclu que sur des difficultés d'une entreprise qui seraient extrêmement importantes du fait d'investissements soit mal orientés, soit lacunaires en termes de sécurité, on puisse attaquer pour faute de gestion et essayer d'étendre les fautes de gestion dans ce qu'on connaît du financier, société et autres, vers effectivement des investissements ou des non-investissements hasardeux pour la pérennité de l'entreprise. Ça pourrait être une argumentation devant un tribunal et un gérant, effectivement, un responsable, pourrait être mis en cause individuellement. En tout cas, la seule possibilité juridique qui est clairement évoquée dans la loi, c'est la nouveauté de NIS 2. Mais il faut être dans le cadre de NIS 2, il faut être soumis à NIS 2. Il faudra être en plus dans une entreprise essentielle, une entité essentielle et pas une entité importante, a priori, à la lecture du règlement, de la directive, pardon. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que ça sera quand même extrêmement anecdotique. Il faudra que ce soit dans des structures très sensibles où les personnes ont vraiment été très négligentes. Mais là, ça sera effectivement l'ANSSI qui pourra poursuivre la personne. D'accord, mais pas de jurisprudence jusqu'à aujourd'hui, quoi. En tout cas, à ma connaissance, pas de ligne claire établie de jurisprudence. Il y a eu des cas de difficultés d'entreprise générées par des orientations hasardeuses sur des migrations
des intégrations d'ERP qui ont mal fonctionné, où l'entreprise a perdu un chiffre d'affaires et de la clientèle de manière tellement importante qu'on a critiqué les choix de la direction. Mais sur le plan de l'absence de sécurité, il n'y a pas vraiment un lien encore, il n'y a pas une jurisprudence foisonnante établie, quoi. Voilà. Mais cela ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, hein. Voilà. À l'avenir, justement, avec la multiplication des risques et la multiplication de l'information, puisque nous sommes aujourd'hui là pour en parler, et de la multiplication des règles et du cadre, ça devient, si vous comprenez mes propos, ça devient une faute, une absence de réaction qui est impardonnable, en fait, pour un responsable d'une structure de ne pas se lancer dans la sécurisation de son SI. En fait, tout ce que nous voyons comme communication autour de la sécurité, autour des piratages, autour de tout ça, c'est de nature à renforcer l'exigence de manière évidente. Voilà. Ok, super. Alors, je rappelle, hein, bien sûr, que vous pouvez, aux participants qui sont encore là, poser vos questions dans le chat ou dans la partie questions-réponses de votre tableau de bord. Donc, n'hésitez pas, hein. Et donc, toujours, on va garder la main avec Régis encore une fois. J'ai une question sur la place de la main courante dans l'après-crise, en particulier au niveau responsabilité juridique. Donc, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit, mais là, de façon plus précise sur la main courante. Une main courante sur le plan de la procédure pénale n'est qu'une information formulée dans les systèmes des forces de l'ordre. Ce n'est qu'un document qui fait état d'une situation. Alors ça mérite d'exister parce que ça crée un précédent, mais c'est surtout en général utilisé dans les cas où on a voulu acter une situation au cas où elle se reproduirait ou au cas où il y aurait on va dire des développements ultérieurs. Le problème d'une main courante, c'est qu'elle a une valeur très relative. Elle est certes recueillie par un gendarme ou un policier, donc en général, on présume que la personne ne va pas déposer une main courante comme ça lorsqu'on doit aller dans un commissariat ou une gendarmerie, mais le problème, c'est qu'ils ne font que reprendre ce que vous déclarez en vous interrogeant et en formulant ça de manière la plus objective possible avec leur habitude de saisir des plaintes et des mains courantes. Mais effectivement, par rapport à une plainte, ça ne vaut pas véritablement un dépôt de plainte contre X, ce genre de choses. Voilà. Il faut aller tout de suite beaucoup plus loin, quoi. Oui, sachant que oui, de toute façon, ce qui est nécessaire, et en particulier l'assureur pourra peut-être répondre parce que c'est une exigence depuis l'année dernière, mais c'est le dépôt de plainte pour, quand il s'agit d'un ransomware par exemple, dépôt de plainte pour accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, pour entrave au fonctionnement de ce système. Et du coup, c'est un dépôt de plainte contre X. Voilà. Je confirme, Régis, c'est le dépôt de plainte qui sera retenu, exclusivement et uniquement le dépôt de plainte. Ouais. Ok, très bien. Mais écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Je vais peut-être laisser 2 minutes. Alors, il y a quelqu'un qui nous signale, hein, que pour savoir si l'organisation de la société est soumise à NIS 2, il y a une adresse, hein, vous pouvez taper mon espace sur Google avec un simulateur sur cyber.gouv.fr. Donc, un simulateur qui permet de savoir si finalement on sera concerné sur NIS 2. Donc, merci pour l'information. Écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet. On est maintenant à 5 minutes d'avance par rapport à ce qui était prévu. Donc peut-être un dernier tour de table, une conclusion peut-être. Alors Vincent de nous quitter, il a un rendez-vous. Mais voilà, côté Xavier, Giovanni, Régis, est-ce que voilà une conclusion pour terminer ou quelque chose à rajouter qu'on n'aurait pas eu le temps d'évoquer? Eh ben, écoute, en conclusion, ce qu'on peut se dire, c'est que tout le monde a compris qu'il était vulnérable, tout le monde a compris qu'il n'y avait pas d'assurance hormis souscrire un contrat spécifique, et que malheureusement, il va falloir qu'on s'habitue à vivre avec ce risque omniprésent. Donc voilà, maintenant, il faut prendre les choses en main et se dire qu'un contrat d'assurance ne porte pas la poisse et qu'au contraire, ça permet quand même de solutionner une bonne partie des problématiques. En tout cas sur la partie financière, et derrière il y a des gens qui savent faire, que collectivement on peut pas se résigner à se dire bah tant pis quoi, si je suis attaqué, je suis attaqué. Il faut quand même résister à cette malveillance à l'échelle mondiale qui est quand même extrêmement anxiogène.
Merci. Régis, le mot de la fin? Et en conclusion, pour abonder dans le sens de Xavier, l'assureur, moi je dirais que ne vous fiez pas et ne vous appuyez pas que sur l'assurance, hein, puisqu'on a vu qu'il fallait s'assurer, mais que du coup, ça ne suffit pas. Facilitez le travail de votre assureur, facilitez-vous vous-même votre propre travail en respectant le cadre de la cybersécurité, en appliquant les bonnes pratiques, les normes, et faites en sorte déjà d'éviter que le problème vous arrive, et s'il vous arrive, qu'il soit le plus facilement possible résolu au-delà de l'assurance. Voilà. Très bien. Eh bien, il me reste à remercier tous les intervenants, hein. Merci Régis, Xavier, Giovanni pour votre présence, d'avoir pris du temps pour nous expliquer tout ça. C'était très intéressant une fois de plus. Donc, bien sûr, vous allez avoir le replay, voire même les PowerPoint qui vous seront envoyés d'ici un jour ou deux. Et encore une fois, je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir, à très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Bonne journée, merci. Merci.